Ravi de vous accueillir ici grâce à Marie Ekel, que je laisserai se présenter dans une minute et introduire le sujet. Moi, je vous accueille en tant que coordinateur de la recherche à l'EMLV et de Vinci Business Lab en particulier. Je suis vraiment ravi de vous accueillir et une fois de plus, je remercie et je félicite Marie et Patricia, je crois, et d'autres dans la salle pour cette initiative. Il y a parfois des sujets ou des objets de recherche qu'on n'arrive pas à appréhender. On ne sait pas si c'est des sujets futurs ou des sujets déjà actuels ou déjà presque passés. On ne sait pas si ce sont des sujets de marketing, de sociologie, d'ingénieurs, de multimédia, etc. On ne sait pas à quelle discipline les raccrocher. Et les objets connectés, me semble-t-il, mais ce sont nos intervenants qui vont nous le dire, appartiennent un peu à cette catégorie-là. Lorsque Marie a commencé à évoquer ce thème comme enjeu de recherche, on a tout de suite vu que c'était à la fois de la sociologie, du marketing, de la création, du multimédia, de l'ingénierie, du technique, de l'industriel, pourquoi pas. Bref, c'est un enjeu de recherche, mais aussi un enjeu professionnel ou de professionnalisation, je pense là à nos étudiants, ou d'entrepreneuriat, pourquoi pas, qu'on a du mal à classer. Et de ce point de vue-là, on est absolument ravis de vous accueillir ici au pôle universitaire Léonard de Vinci, dans cette structure qui a pour spécificité dans le paysage universitaire et dans le monde de l'enseignement supérieur, eh bien de brouiller un peu les frontières entre différents secteurs d'activité, différents domaines de pédagogie et de recherche. Vous verrez par exemple au fil des différentes tables rondes, eh bien, des personnes qui appartiennent plutôt au domaine des sciences de gestion, c'est le cas de Marie notamment, des personnes qui sont plutôt dans le domaine du multimédia, ce sera le cas de Jean-Claude Dedin tout à l'heure, des personnes qui appartiennent plutôt au domaine de la fabrication de l'ingénierie, ce sera le cas notamment de Patricia. Bref, on est heureux de vous accueillir ici parce que ce sujet, pour nous, est un exemple de sujet sur lesquels on est heureux ici, entre l'école d'ingénieurs, les CIV, l'école de management et de commerce, le MLV, et l'école de l'Internet et du multimédia, l'IM, eh bien d'essayer de faire se parler des étudiants qui ont des aspirations, des backgrounds différents et peut-être des destinées professionnelles différentes. Et au passage, les enseignants aussi sont cordialement invités à essayer aussi de traverser les frontières de leur champ disciplinaire. Donc pour commencer un peu à débroussailler le sujet, on va avoir 3 interventions liminaires que je vais avoir l'honneur d'animer, mais mon travail sera normalement extrêmement minime. D'abord Marie Ekel qui nous présentera les enjeux de recherche de ces objets connectés. Ensuite Patricia Gallo-Lavallée qui est responsable de l'axe design interactif à l'IM, qui nous en donnera des exemples d'applications et de construction, de création à travers l'exemple du Fab Lab qu'elle anime. Et puis ensuite nous aurons 3 concentreurs d'informations, détecteurs de tendances qui nous expliqueront un peu ce qu'ils cherchent à agréger comme information, comment ils cherchent à construire de l'information et à mettre en valeur l'information sur ces objets connectés. Voilà en ce qui me concerne. Je laisse tout de suite la place à Marie pour sa présentation des enjeux de recherche. Est-ce que tu veux que je te laisse là, ici ? Oui. Alors il y a un hashtag. Peut-être qu'on peut switcher sur le... Juste pour montrer le hashtag. Je sais pas comment... De façon à suivre. Voilà. Donc c'est le hashtag IoT 2014 EMLV. Donc si vous voulez tweeter, n'hésitez pas. Donc on va passer à ma présentation. On laisse un petit peu là, le temps que vous puissiez... Et puis de toute façon, il sera réaffiché tout à l'heure ponctuellement à plusieurs reprises durant l'événement. Donc ma présentation va porter à la fois sur l'état de la recherche actuelle sur les objets connectés, ainsi que le futur de la recherche sur les objets connectés. L'objectif aussi de cette présentation est double, c'est-à-dire de faire participer en même temps les entreprises et les chercheurs à la création, au développement et à la mise en place de ce qu'on appelle l'Internet of Things, et à son déploiement à une plus grande échelle, puisque c'est ce qui est à venir dans les prochaines années, en France, ainsi qu'en Europe. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir discuter, évoquer le sujet aujourd'hui, de potentielles collaborations entre les chercheurs et les entreprises sur ce sujet de recherche qui est extrêmement porteur.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée, voici quelques statistiques qui permettent de comprendre l'ampleur du phénomène. Ce qu'on peut voir, c'est que 90% des données créées le sont depuis 2010. Donc en 4 ans, il y a eu énormément de données qui ont été créées. Ce qui explique pourquoi le fait que les objets connectés émergent sur ce nouveau marché va poser aussi un certain nombre de challenges, puisqu'on va avoir une augmentation massive du nombre de données dans les années à venir. Les objets connectés ont aussi un impact non seulement du point de vue économique, sociétal, politique, technique, et il va falloir justement faire face à l'émergence de ces objets connectés et de ce qu'on appelle aussi au sens large l'Internet of Things, l'Internet des objets, et à leur impact sur le paysage français et européen. Il y aura entre 212 milliards et 80 milliards d'objets connectés en 2020. Donc c'est une estimation, il y a l'estimation de 212 milliards qui est celle de l'IDC, et 80 milliards c'est celle de IDATA. Donc on peut voir qu'il y a un delta qui est assez important entre ces deux estimations. Ceci dit, quand on voit les chiffres, on se rend compte de l'ampleur du phénomène, ce qui implique que tous ces objets connectés qui seront en circulation vont transmettre de la donnée. Donc on peut se retrouver potentiellement avec une augmentation multipliée par 3 ou 4 du nombre de données qui seront existantes. On ne peut même pas anticiper l'ampleur à l'heure actuelle du phénomène en termes de nombre de données. Il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important. Il y aura 190 millions d'objets connectés liés à des véhicules. Donc ça, c'est un des secteurs majeurs aussi, qui est très important par rapport aux objets connectés. Il y aura un passage à 3,5 milliards en 2020, pour vous donner un ordre d'idée. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au sens large, au niveau des objets connectés, il y a une croissance de 30% en un an seulement. Et il y a une estimation à peu près de 3,7 milliards d'objets connectés dans le monde en 2015, rien qu'en 2015. Ça, c'est un point très très important, c'est-à-dire qu'on se retrouve déjà sur des chiffres extrêmement importants juste dans l'année à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que l'Internet des objets, ça représente 70 milliards d'investissements en 2015 et 260 milliards de dollars d'ici 2020. Donc ça va très très vite. Et il faut savoir que l'IoT a été qualifié par McKinsey d'une technologie de rupture, au même titre que la voiture automatisée, en 2013. Alors, qu'est-ce que tous ces chiffres veulent dire? Ça veut dire qu'on va être inondé sur le marché, c'est déjà le cas, en partie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Internet of Things, ça existe depuis 1999. Ça existait en tant que concept depuis 1999, et ça a fait que continuellement augmenter. Mais je rentrerai un peu plus en détail dans le cadre de la présentation. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des objets connectés sont contrôlés par les téléphones portables. On peut voir que le potentiel du marché, justement des objets connectés, parce qu'il est directement corrélé à celui du téléphone portable et des smartphones en particulier. Quand on voit l'augmentation, justement, en termes de vente mondiale du nombre de smartphones entre 2012 et 2014, on se rend compte justement du marché potentiel des objets connectés dans le monde. Il faut savoir que actuellement en France, on a une vente de smartphones qui est extrêmement importante, ce qui expliquerait aussi pourquoi les objets connectés pourraient avoir une pénétration de marché qui soit très très rapide, qui soit beaucoup plus rapide que d'autres innovations technologiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est un autre point qui est très important, c'est que si ces objets connectés sont contrôlés par un smartphone, il se peut que dans les prochaines années, on soit sur un autre système. Donc j'ai eu des échanges avec un chercheur du CERN ce matin, qui s'appelle Jean-Marie Le Goff, qui m'a expliqué justement l'évolution future. Et lui va dans le sens de dire qu'on sera de plus en plus sur des systèmes où on aura une interaction entre les objets connectés, des capteurs qui seront situés dans les infrastructures, et que donc on sera sur un déploiement multi-objets et multi-capteurs des services. Et que donc peut-être tout ne passera pas en termes de fonctionnement par les smartphones. Donc ça, c'est un petit peu une histoire rapide du concept
de ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things. Donc en 1999, Kevin Ashton du MIT fait une présentation devant Procter & Gamble et il parle justement de cet Internet des objets, de l'Internet of Things. Mais ce concept est encore très théorique. Et il va falloir attendre 2005 pour qu'il y ait l'International Telecommunication Union qui va publier un document qui va rendre légitime ce concept et qui va permettre aux chercheurs justement de commencer les premières recherches sur le sujet. Et puis, il a fallu attendre aussi 2009 pour qu'il y ait vraiment une définition qui soit un peu plus figée, un peu plus fixée par rapport à justement ce qu'est l'Internet of Things. Et c'est le Cluster for European Research, le CERP-IoT, qui définit le concept en disant que c'est a dynamic global network infrastructure with self-capabilities based on standard and interoperable communication protocols where physical and virtual things have identities, physical attributes, virtual personalities, and use intelligent interfaces, and are seemingly integrated into the information network. Donc, globalement, ce sont des objets qui ont aussi des identités virtuelles, qui sont en interopérabilité grâce à des réseaux intelligents. Donc voici la définition en français qui est beaucoup plus synthétique. L'Internet des objets, c'est le réseau des objets physiques qui contiennent une technologie embarquée pour communiquer et interagir avec leur état interne ou leur environnement externe. Par rapport aux objets connectés, l'objet connecté, c'est une brique en fait, de l'IoT, au sens où l'objet connecté peut s'intégrer dans un système de Internet of Things, de l'IoT, mais on ne peut pas dire que l'Internet of Things n'est composé que d'IoT, que d'objets connectés, puisqu'il peut y avoir des systèmes de capteurs qui sont intégrés, par exemple dans l'environnement. Ça peut être, typiquement, si on parle de ville intelligente, ça peut être des systèmes de capteurs qui vont être, et de senseurs qui vont être intégrés, par exemple, à l'emplacement des places de parking, de façon à ce qu'on puisse dire précisément, voilà, il y a une place de parking qui est libre. Donc ça ferait partie, par contre, de l'IoT. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir la distinction entre les deux éléments et bien comprendre que les objets connectés font partie justement de l'IoT. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup des objets connectés de façon, comment dirais-je, assez limitée, au sens où on va parler des objets connectés du point de vue des loisirs, du point de vue de la santé, et on va surtout identifier les objets connectés comme étant portables, c'est-à-dire comme étant potentiellement portés par les êtres humains. Et on ne va pas penser l'objet connecté comme faisant partie d'un système qui est beaucoup plus large. Or, on va dans le sens où justement l'objet connecté va faire partie de ce système plus large et avec d'autres objets connectés, avec d'autres capteurs présents dans l'infrastructure, va permettre le déploiement de différents services. Et c'est en ce sens qu'il faut penser maintenant l'objet connecté de plus en plus et ne pas le penser uniquement de façon individuelle. C'est pour cela que l'Internet of Things est plus porteur en termes de recherche et d'ailleurs fait l'objet de plus de recherche que uniquement l'objet connecté en tant que tel. On peut le traduire en anglais par Smart Object, à peu près. Bon, ce n'est pas la traduction exacte, mais c'est ce qui s'en rapprocherait le plus par rapport à la définition américaine. Donc, rapidement, pour parler un petit peu des enjeux, justement, au niveau des différents pays. Il faut savoir qu'en Chine, il y a 642 milliards de dollars à 2,76 milliards de dollars sur les 5 ans qui vont être progressivement investis dans différents domaines de façon à développer l'Internet of Things. Il va y avoir les réseaux électriques intelligents, la logistique intelligente, les transports intelligents, les maisons intelligentes, la santé, l'agriculture, la finance, la défense. L'ensemble de ces secteurs vont faire l'objet justement d'investissements chinois. Donc, ce qui signifie que pour que nous, en Europe, on puisse concurrencer les autres pays à ce niveau-là, il fallait qu'on ait aussi des programmes et des parcours. Or, c'est le cas. On a le programme EU FP7 de la Commission européenne qui soutient fortement les projets IoT. Et il y a même actuellement un projet qui s'appelle Smart Santander. Je vous invite à aller consulter le site,
qui a permis le déploiement de capteurs dans quelques villes pilotes, justement, en Europe, de façon à tester justement des services intelligents et à développer ce concept de ville intelligente qui va continuer dans les années à venir à se développer. On peut voir ici l'ensemble des secteurs qui sont touchés à la fois par l'Internet of Things, mais aussi les objets connectés. Alors, je vais vraiment parler, parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps, uniquement des 3 grands secteurs. Il y a la santé, il y a l'idée de la ville intelligente, et il y a aussi l'ensemble du domaine industriel. Donc on peut voir que ça touche énormément de secteurs, et que les domaines d'application sont de plus en plus larges. Et encore, je dirais qu'on n'a peut-être pas encore identifié l'ensemble des secteurs qui peuvent être investis justement à la fois par l'Internet of Things et les objets connectés. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans cette idée de ville intelligente, il y a une idée aussi d'améliorer au quotidien la vie des habitants de ces villes, de mettre l'accent sur l'écologie, de revenir à un mode de gestion de la ville qui soit plus sain, plus équilibré pour les individus. Donc en quelque sorte, il y a cette idée d'améliorer la vie au travers des objets connectés et au travers de l'Internet of Things. C'est pareil avec cette idée d'investir massivement la santé. Il s'agit par exemple pour les médecins, de ne pas se tromper par rapport aux patients dans la délivrance des diagnostics. Donc ça réduit les erreurs. Ça permet un meilleur suivi des patients. Ça permet aussi aux personnes qui sont dépendantes et qui habitent par exemple dans des zones rurales justement d'avoir un meilleur suivi par rapport à leurs médecins. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée que les objets connectés ainsi que l'IoT, l'Internet of Things, vont améliorer notre quotidien. Alors pour en revenir vraiment sur l'aspect recherche, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un phénomène qui est encore émergent. J'ai fait des recherches dans différents moteurs de recherche qui sont spécialisés justement à la fois sur les sciences de gestion, à la fois donc ils sont multidisciplinaires ces moteurs de recherche, à la fois sur les sciences de gestion, l'informatique, ainsi que différentes disciplines en sciences humaines. Et ces moteurs de recherche montrent que certes il y a un certain nombre de résultats. On peut voir à peu près 200 000 résultats pour Academic Search premier, Scienceverse 63 000, EBSCO 32 000, Scienceverse 31 000. Et on voit que l'essentiel de la recherche ne porte pas sur les smart objects, sur les objets connectés, mais sur l'Internet of Things, l'Internet des objets. Et qu'il y a aussi, bon ça c'est vraiment théorique, hein, parce que si on va dans les pages suivantes, il n'y a pas énormément non plus de résultats. Donc il faut minimiser ces résultats. C'est juste à titre indicatif, parce qu'en effet, le phénomène est encore émergent. Et c'est surtout l'essentiel de la recherche est en informatique, sur ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et dans les autres disciplines, il y a très très peu d'articles. Et justement, c'est là où il y a un déficit. Et c'est là où nous, en tant que chercheurs, mais aussi en collaboration avec les entreprises, nous devons produire justement une recherche innovante sur le sujet des objets connectés et de l'Internet of Things. Il faut savoir que les objets connectés ainsi que le big data, qui est nécessaire justement à l'émergence des objets connectés, interrogent notre modèle de société. À savoir que la technologie, on peut l'envisager de façon très différente. Soit comme ayant uniquement une utilité technique. Bon, ça c'est la vision de Chris Anderson dans son article de 2008. Ou alors la technologie doit être accueillie par l'organisation. Et dans ce cas-là, elle est vraiment source de progrès. Donc c'est cette idée, moi, que je partage un peu plus, vous avez pu le comprendre, d'amélioration de notre quotidien, d'amélioration de notre mode de vie. Ça, c'est plutôt la perspective de Bernard Stiegler et de Sibora. Mais il y a aussi une troisième perspective, à savoir que la technologie pourrait donner lieu aussi à une société de surveillance globale. Et ça, c'est plutôt le point de vue de Zeynep Tufekci. Donc cette question de la surveillance globale doit être aussi prise en considération par les entreprises, car il s'agit aussi de travailler sur l'acceptabilité des services, sur la protection des données. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les chercheurs et les entreprises peuvent et doivent collaborer
En marketing, pour nous, l'acceptabilité des services, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, on va travailler sur les freins à l'utilisation de certaines technologies. On va travailler sur les freins, justement, à l'achat de certains produits. Donc c'est vrai que nous, du point de vue de la recherche en marketing, il y a vraiment quelque chose à creuser sur ce sujet. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui pose question. Et à mon avis, il faut prendre en considération ces 3 paradigmes pour pouvoir creuser justement la recherche sur les objets connectés. Donc on a parlé de big data et de l'impact du big data et des objets connectés justement sur la recherche et sur la société et l'acceptabilité des services. Mais il faut comprendre l'ampleur aussi de ce que c'est le big data. Et on peut voir que le big data a eu pour impact vraiment de développer plusieurs types de données et de plus en plus de données différentes. Je ne vais pas m'apesantir, mais on a du user-generated content, du contenu généré par les utilisateurs. On a des données de géolocalisation spatiale, on a de la vidéo, de l'audio, des images, on a des SMS, MMS, on a du texte, de plus en plus de texte. Donc on a de plus en plus de données d'ordres différents. Et on a aussi les senseurs, par exemple, sur les objets connectés qui vont transmettre de la donnée. Donc vraiment, on a cette multiplication des données. Et on a le big data, justement, qui correspond à cette époque de la multiplication des sources de données et des types de données. Donc c'est une slide un petit peu plus technique, mais l'idée est de comprendre justement quel traitement on peut avoir justement des données big data au sens large, mais aussi des données issues des objets connectés en question, puisqu'il s'agit vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que chercheurs, travailler sur le sujet, et comment est-ce qu'on peut collaborer et développer des business models innovants avec les entreprises. Donc il y a quel traitement peut-on faire de ces données? Il faut savoir que pour ce type de données, il va falloir aussi travailler sur la qualité des données. Il peut y avoir encore des soucis par rapport aux senseurs et aux capteurs et à la transmission des données. Donc il s'agit de retravailler ces données, de les redresser et puis d'éliminer aussi parfois dans certains cas les outliers, de façon à avoir des données qui sont traitables. Il y a cet aspect-là donc de traitement des données. Il y a l'aspect aussi de stockage dans les bases de données big data et de la structure des données. Il y a aussi un autre aspect, c'est justement quelle est la vocation de l'utilisation de ces données. Donc, il y a différents aspects. Il peut y avoir des études et articles de recherche. Dans ce cas-là, on peut faire de la modélisation, on peut faire de la veille, on peut faire des algorithmes. Il y a le développement de systèmes et d'interfaces. Là, on peut se référer à l'informatique décisionnelle, mais pas que. On peut aussi avoir d'autres types de développement. Il y a le développement de KPI, donc d'indicateurs de performance. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la veille. Donc, c'est l'analyse par veille technique. J'appelle cela aussi analyse sémantique. Ça peut en faire partie de la veille technique. On va utiliser les ratios, les pourcentages. Et on a le développement d'algorithmes. Et la modélisation peut intervenir aussi pour aider au développement d'algorithmes. Donc il y a cette idée voilà, qu'on peut avoir différents types de traitement de ces données à différentes vocations. Donc on a parlé des systèmes de décision, on a parlé de la modélisation, mais on n'a pas parlé vraiment de l'analyse prédictive. L'analyse prédictive, c'est vraiment très important puisqu'il faut anticiper sur l'utilisation des objets connectés. Il s'agit vraiment de comprendre les comportements utilisateurs. Certes, il y a l'informatique décisionnelle, mais avec une modélisation justement et une analyse prédictive, on peut aussi comprendre comment les utilisateurs vont de plus en plus utiliser ces objets et comprendre leur comportement. Donc en ce sens, pour les chercheurs en marketing, ça a aussi son intérêt de développer des modèles permettant de comprendre les comportements utilisateurs et leur utilisation des objets connectés. Il y a aussi l'analyse de réseau. Donc là, ça va plutôt être de la modélisation en 3D. Une observation justement, par exemple, de l'écosystème. Donc par exemple, on peut imaginer un réseau qui va modéliser justement l'interaction de l'individu avec l'ensemble des objets connectés, puisqu'on va penser de plus en plus l'individu par rapport à un ensemble d'objets connectés.
Donc il y a cette idée voilà, que l'analyse de réseau a des applications et trouve ces applications par rapport justement à l'analyse des données des objets connectés. Enfin, il y a la veille technique avec l'analyse sémantique qui peut avoir justement plusieurs applications, notamment le web sémantique. Donc il y a 3 challenges différents pour l'Internet of Things. Et ça, donc ces challenges sont aussi importants pour les chercheurs puisqu'il faut qu'on les prenne en considération pour comprendre l'évolution justement de l'Internet of Things et de comprendre justement comment, en tant que chercheur, on peut intervenir dans le développement et dans la réflexion sur l'évolution de l'Internet of Things et des objets connectés. Il y a un premier niveau, à savoir que le logiciel permet l'interconnexion entre les objets connectés. Il faut travailler sur ce sujet, donc sur les logiciels qui vont permettre cette mise en relation entre les objets connectés et le système. Il y a un autre challenge aussi, c'est la miniaturisation des composantes qui sont dans les objets connectés et l'amélioration des capacités de stockage et de la connexion. Ça, c'est des points très importants. À savoir que la miniaturisation des composantes est extrêmement importante et permet aussi d'améliorer l'objet en tant que tel et son utilisation. Il y a un autre point qui est très important que j'évoquais avec Jean-Marie Le Goff du CERN tout à l'heure. Il m'a expliqué justement que le prix sera impacté et que les composantes coûteront de moins en moins cher et que pour les entreprises, ce qui sera de plus en plus intéressant, c'est d'investir massivement sur l'aspect logiciel et sur le développement des logiciels de façon à améliorer les objets connectés et leur utilisation surtout. Enfin, il y a le second niveau, c'est la 3, la 4G et je pourrais dire aussi la 5G. Il va s'agir d'avoir une expansion de la bande passante pour pouvoir connecter des milliards d'objets. Donc ça va être un gros challenge dans les années à venir, puisqu'il va falloir faire face à cette explosion des objets connectés et pouvoir améliorer justement la bande passante est vraiment essentiel. Enfin, il y a un troisième niveau, c'est les applications et services, la transmission d'informations des objets physiques aux objets virtuels, et aussi une meilleure interaction entre les individus et l'objet. Et nous, en tant que chercheurs en marketing, on peut vraiment intervenir à ce niveau-là. Comment avoir une meilleure interaction entre l'individu et l'objet. Enfin, c'est multidisciplinaire. Donc je vais passer, je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, j'imagine. Ok. Je vais passer rapidement. Donc il faut savoir que là, je fais des slides résumés entre guillemets de l'état de la recherche. Ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, on est plutôt sur une recherche en informatique qui va porter sur les capteurs, sur les senseurs, sur ce que permettent de faire ces capteurs justement en termes de services. Donc je vais prendre un exemple au niveau de la logistique. On a des capteurs qui permettent d'optimiser et de mieux gérer les stocks, par exemple. On a aussi des capteurs qui permettent à des professionnels de santé de délivrer les bons médicaments aux bons patients sur prescription via leur téléphone mobile. Donc on peut utiliser ces capteurs et ces senseurs de façon différente. Et il y a aussi un autre problème qui est posé par les chercheurs en informatique, c'est celui des algorithmes qui permettent l'identification des objets connectés. Et surtout, se pose la question, lorsque ces objets connectés s'identifient par rapport au système, comment est-ce qu'on va protéger le transfert de données qui va avoir lieu de l'objet connecté vers entre guillemets, le système. Et surtout, on va réfléchir sur ce sujet dans les années à venir, parce que la question du stockage et la question de la sécurité des données va faire l'objet de plus en plus de collaboration, à mon avis, au niveau de la recherche, mais aussi du développement de business models nouveaux qui vont porter sur cette amélioration constante de la sécurité et de la sécurisation des données. Il faut savoir vraiment il y a très très peu d'articles, comme je disais, en sciences humaines, aussi au sens large. On peut voir qu'il y a eu le développement d'une grille sociotechnique par des chercheurs qui ont parlé justement, qui utilisent justement les 6 C,
l'aspect contexte, coopération, construction, configuration, capacité et changement, pour qualifier et comprendre quel est l'impact des objets connectés et de l'Internet of Things sur la société. Donc on peut utiliser cette grille, autant au niveau des entreprises que des États, pour réfléchir justement l'acceptabilité de nouveaux services et du déploiement de nouveaux services. Donc je vais passer de plus en plus rapidement parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Cisco est vraiment très avancé sur le sujet. Forcément, vous connaissez tous Cisco, et qui sont très avancés sur le sujet aussi. Mais il y a cet aspect qui est essentiel, ils ont développé des frameworks, et notamment un qui s'appelle Open Grid System, qui permet d'améliorer l'interopérabilité entre les différents objets connectés, mais aussi entre les différents systèmes d'exploitation et entre les différents langages. Donc ces systèmes doivent rester ouverts, de façon à permettre une meilleure interopérabilité entre l'ensemble de ces services. Et on peut voir que l'exemple qui est très important, qui permet aussi de répondre à cette idée d'un système ouvert, c'est que cela va pouvoir permettre le développement de nouveaux services comme le Severe Storm Modeling, donc de prévoir et d'anticiper quand un orage ou quand il va y avoir des conditions météorologiques très très instables à l'avance. Donc de faire de la modélisation pour prévoir à l'avance justement des catastrophes naturelles. Donc je passe rapidement là-dessus. Donc là j'ai donné plutôt une sorte de... j'ai donné quelques idées sur ce qui se passe au niveau de la recherche. Je ne suis pas spécialiste en informatique, je reste essentiellement chercheur en marketing. Et c'est vrai qu'en marketing, je n'ai trouvé pour l'instant qu'un seul article. Et je trouve ça un peu dommage. Et ce qu'on peut voir, c'est un article très basique qui montre en fait l'impact des caractéristiques des objets connectés sur l'expérience à la fois fonctionnelle de l'objet, son expérience émotionnelle et cet impact sur les intentions d'achat. Donc on peut aller beaucoup plus loin en marketing. Et l'idée, c'est en marketing qu'on puisse creuser 2 points très importants, qu'on puisse mettre l'accent sur l'aspect marketing collaboratif. À savoir qu'il y a cette idée que les startups puissent de plus en plus développer des objets connectés, que les individus de la société civile puissent développer des objets connectés. Je veux dire, on a de plus en plus la possibilité, voilà, je présente, peut-être tu présentes. Alors, bonjour, voilà, ça c'est un Little Bit, et non mais j'avais préparé tout un truc moi. Et ça me permet d'interagir et de créer des objets connectés facilement. Voilà. Et ça coûte pas très cher, et ça va coûter encore moins cher dans les années à venir. Donc ça va être il y aura cette possibilité pour tout le monde de créer des objets connectés, et avec des interfaces de plus en plus facilitées, on pourra être tous potentiellement à terme créateurs d'objets connectés. Après, tout le monde n'aura pas envie d'en créer, tout le monde ne sera pas à même d'en créer, mais il y a cette idée qu'on puisse être tous potentiellement à terme créateurs d'objets connectés. Et ça, c'est la co-création. C'est la création entre l'entreprise et l'individu. Ça peut passer par les écoles aussi, comme ce qui se passe justement à l'IEM. Ça, c'est un point très important. Et c'est pour ça que Patricia Gallo-Lavallée va vraiment creuser le sujet tout à l'heure et vous expliquer qu'est-ce qui est mis en place et justement comment les élèves justement développent des nouvelles idées qui sont extrêmement innovantes. Et il y a aussi cette idée qu'il y a le marketing expérientiel, à savoir qu'on a une expérience justement de la marque afin justement de renforcer l'interaction et l'utilisation des objets connectés. Voilà. Donc, juste pour terminer, il y a différents aspects qui sont très importants. Il y aura de plus en plus un dialogue entre les objets portés par l'utilisateur et l'infrastructure, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, on ira dans un magasin et on pourra voir son bracelet qui brille. Par exemple, quand on va passer à côté d'une robe qu'on a déjà vue sur Internet. Donc on peut imaginer une publicité qui sera encore plus développée grâce à ce système de capteurs et d'objets connectés. Voilà. Donc mes remerciements vont à Christophe Benavent, l'Université Paris-Ouest La Nanterre et La Défense, et à Jean-Marie Le Goff du CERN. Je passe la parole à Patricia Gallo-Lavallée. Si vous avez des questions, en fait, on aura tout à l'heure quelques questions.
possible. Bonjour à tous. Donc j'aimerais vraiment savoir quels sont les domaines de recherche qui vous intéressent. Malheureusement, je ne peux pas trop vous poser de questions. Alors, je suis Patricia Gallo-Lavallée et je viens de prendre un poste au sein de l'IM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia, ce qui fait partie du pôle Léonard de Vinci. Les étudiants de l'IM doivent créer. Ils sont amenés à devenir chefs de projet multimédia, mais on veut toujours qu'ils aient un axe énormément technique. Et donc Jean-Claude Dedin, ici présent, m'a demandé de prendre la responsabilité de cet axe design interactif. Donc un nouvel axe qui allait s'ouvrir. Et dans mon curriculum, j'ai objets connectés, lieux connectés, impression 3D, design de service. Voilà. Mais toute la partie un petit peu multimédia, interface des choses. Et je me suis retrouvée devant un vrai problème. C'est qu'il fallait que je fasse faire à des étudiants qui sortent du lycée des objets connectés. Ah oui, puis j'avais 17 heures. J'ai une semaine, 17 heures, 30 étudiants par groupe, 8 groupes, et il faut que je leur fasse faire des objets connectés. Ah, ils détestent le code, pour la plupart d'entre eux. Ah, ils ne connaissent pas l'électronique, pour la plupart d'entre eux. Comment je vais faire ? Et donc ça m'a amené à faire des recherches dotées de mon petit budget. Non, mon joli budget. J'ai fait des recherches sur des solutions qui me permettraient de faire aller mes étudiants en design interactif le plus vite possible dans le vrai problème. Le vrai problème pour nous, c'est quelle interface, c'est quel comportement de l'utilisateur. Voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Enfin, c'est à ça que je cherche à les former. Je ne cherche pas à les former à l'électronique. Je ne cherche pas à les former au développement de l'application en elle-même. Même si je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne, je ne veux pas qu'ils le fassent. Et donc, je suis partie sur Internet, etc. Et c'est là que j'ai découvert un certain nombre de solutions qui commençaient à émerger. Typiquement, les Little Bits, avec son design émotionnel, qui nous rappelle gentiment les Lego, nous permet, en 2 temps 3 mouvements, de créer des petits montages interactifs. Typiquement, qu'est-ce que j'avais prévu ? Hop, je fais un montage. Mais non. Effet démo. Erreur. Donc j'ai ici devant nous là, des objets qui ont été créés par les étudiants dans le cadre de cette fameuse semaine de 15 heures, 17 heures, parce qu'il y a la notation aussi. Il faut aussi réussir à les noter dans les 17 heures. Typiquement, sur le hashtag IoT 2014 EMLV, j'ai partagé un lien. Et si vous cliquez sur la fabuleuse page web, vous pouvez activer ce cœur. Voilà. Et en fait, si vous regardez derrière, ce sont des Little Bits qui sont connectés. J'ai un Little Bit servomoteur. Je l'ai déconnecté. J'ai un Little Bit Cloud Bit qui, lui, va se connecter à Internet. Et ensuite, je suis branchée à l'électricité parce que sinon, ça ne marche pas du tout. Celui-ci a été fait en plastiline par les étudiants. Et que si vous mentionnez De Vinci Fab Lab dans vos tweets, il bouge le bras. Voilà. Alors, des étudiants aussi, comme tout le monde, quand il est question du Internet of Things, s'intéressent au temps qu'il va faire. Donc, encore une fois, on a une application du temps qu'il va faire avec les petits nuages. Là, je les ai débranchés d'Internet. Voilà. Et ça, c'est aussi une idée d'un groupe d'étudiants. Donc, ça s'appelle Prismo. Et l'idée, c'est avec Prismo d'avoir ça sur son bureau
Et interconnecté par exemple à Google Agenda, il permet de dire si nous sommes disponibles à être interrompus ou des choses comme ça. Donc là, il est en rouge parce que je ne suis pas très disponible. Mais ça, je trouvais l'idée assez intéressante et je vais les pousser. Ils sont qu'en prépa, ils ont encore 5 ans d'études, donc je pense qu'on va réussir à en faire quelque chose d'intéressant. L'ouverture de l'axe design interactif à l'IM a coïncidé avec l'ouverture d'un Fab Lab ici au pôle Léonard de Vinci, et je suis l'heureuse co-coordinatrice avec des personnes de l'ESILV et de l'EMLV. Et c'est super parce que c'est un lieu à haut coefficient collaboratif. Donc on arrive à faire collaborer des étudiants ingénieurs ESILV avec nos étudiants designers multimédia IM. Donc on met tout ce matériel-là à disposition des étudiants pour qu'ils puissent prototyper rapidement des objets connectés. Puisque le sujet, c'est la recherche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même vachement de trucs devant moi. Et il y a toujours cette conférence que j'ai entendue de Philippe Starr qui demandait aux ingénieurs et designers de se poser la question fondamentale de la décroissance positive. Et moi, si je devais passer les 5 prochaines années à investiguer vraiment un domaine, je ne peux pas m'empêcher de trouver que Steve... il a mis là-dedans tout ce qu'il y a sur l'image, là. Et regardez mon bureau, ça va pas, là. Donc on n'est pas dans la décroissance positive, on va encore ajouter des choses, Donc effectivement, ils vont probablement se résumer à des petits senseurs, un petit peu comme ça, qu'on va pouvoir poser sur son frigo, et si avec mon fuel band je n'ai pas fait assez de kilomètres, mon frigo ne s'ouvre pas, c'est possible. Mais ça, ma théorie à moi, c'est que ça se trouve, c'est moi qui déciderai de le paramétrer. Ce ne sera pas un designer qui aura choisi ça, parce que mon pari à moi, c'est que le mouvement des makers, celui... Voilà, on fabrique tous énormément de choses. Il y en a qui cuisinent, il y en a qui font de la déco, il y en a énormément qui s'amusent en fait à créer des objets connectés avec ce type de matériel. Et j'ai l'impression que le mouvement des makers associé à ce type de matériel qu'on va pouvoir monter, démonter, défaire, redéfaire, redémonter, remonter, etc., ça va peut-être... amener à une décroissance positive. C'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup de plaisir à créer, mais on n'aura pas toujours besoin de racheter. Bref, pour moi, les enjeux de demain, en tout cas les miens, ce que je choisis d'investiguer, c'est comment concevoir des produits pour les makers et comment concevoir des produits cradle to cradle. Et là, mon dernier objet, je te promets, après j'arrête. Donc ici, on a des imprimantes 3D. Elles sont super sympas. Elles nous permettent, par exemple, d'imprimer ce genre d'objets. Vous pourrez les toucher tout à l'heure. Et de manière assez exceptionnelle, au pôle Léonard de Vinci, on a toutes les machines qui nous permettent de faire faire la boucle au PLA. Donc le PLA, c'est le plastique qu'on utilise pour imprimer en 3D. Et donc nous, on garde tous nos déchets parce que en sous-sol, avec Jean-Marc, on a de quoi détruire les pièces et on a de quoi en refaire du filament pour éventuellement un jour le remettre dans la machine. Et quand on parle de décroissance positive, je me dis que c'est une piste de recherche que je trouve intéressante à investiguer. Voilà. Merci beaucoup. Patricia, grâce à toi, on voit que les objets connectés ne sont pas seulement un objet de recherche prospectif, mais qu'ils sont déjà parmi nous. Et vous êtes capable d'en co-créer avec vos étudiants. Je vais maintenant laisser la parole à la troisième intervention de cette partie liminaire du séminaire de cet après-midi. Lucas Attali, Florent Châtaignier et Julien Muller, nos informateurs, nos détecteurs de tendance sur les objets connectés. Je vous laisse une dizaine de minutes, je sais que c'est peu, mais nous avons ensuite notre table ronde débat
à tenir. La parole est à vous. Merci, merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Lucas Attali. Très rapidement, nous avons créé un blog sur les tendances et les objets connectés du quotidien, ceux qui ont été créés avant et qui vont être créés plus tard. Donc, je m'appelle Lucas Attali, je suis actuellement chef de projet technique chez une agence Extreme Sensio. Ce monsieur-là a créé avec moi ce blog qui s'appelle Julien Muller. Il a créé aussi une agence de référencement qui s'appelle iOS Agency. Et Florent Chatigny à côté, qui est responsable de la communication de notre blog et en même temps étudiant web et business en 5e année à l'IIM. Pour information, ce blog a été fait et donc créé par que des personnes de l'IIM, vu qu'on a fait nous trois, on est anciens étudiants de l'IIM. Donc pour info, Connect Object, c'est quoi? Ça a été créé cette année en 2014, très rapidement, il y a 9 mois. Nous avons 4000 visiteurs uniques par mois actuellement et on en a gagné un petit millier juste au mois de novembre. Normalement, ça ne fait que croître. On espère encore en avoir de plus en plus. Comme on en parle depuis le début, tous les objets connectés sont sur smartphone, tablette. C'est pour ça que nous, on a essayé que notre blog soit responsive et que ça marche directement sur les différents devices. Donc on a un quart de nos internautes qui viennent de mobile. Et on est juste 5 personnes qui écrivent toutes les semaines et 2 personnes qui écrivent des articles pour le plaisir et qui nous les fournissent pour qu'on les mette sur le site. Donc nous allons présenter les objets qui pour nous vont être sur le futur de l'objet connecté. Donc le premier, aujourd'hui les grandes marques, c'est quoi? Les grandes marques comme Nike, Adidas, Victoria's Secret, comme on peut voir là, s'installent dans les objets connectés, c'est-à-dire qu'elles ramènent de la technologie à leurs vêtements, à leurs textiles. Donc aujourd'hui, Victoria's Secret, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, a créé un soutien-gorge connecté, donc pour leurs femmes ou les hommes qui veulent savoir des choses sur leurs femmes. Donc pour info, pour être plus sérieux, ce soutien-gorge, des diodes sont installés sur ce soutien-gorge, des électrodes, pardon, et on peut les connecter à un matériel qui calcule la fréquence cardiaque de la personne, donc pour faire du sport ou autre activité, je ne sais quoi. Donc tout ça pour dire que différentes marques s'installent dans les technologies, s'installent dans les objets connectés pour répondre à tous les utilisateurs qui existent aujourd'hui et pour ne pas être perdus sur les nouvelles technologies qui sortent. Je vais passer la main à Florent qui va nous expliquer un autre objet connecté qui a été le pionnier actuel. Donc vous avez sûrement entendu parler de Carotte, qui était le petit lapin connecté créé en 2003 et qui a changé de nom et ensuite en 2005, qui était un lapin qui permettait de lire des flux RSS, ces mails, ces SMS qu'on pouvait recevoir sur son téléphone, qui a été, on va dire, un des pionniers et qui malheureusement va disparaître le 18 février 2015. Voilà, l'entreprise a décidé d'arrêter de tout le travail qu'ils avaient fait sur ce petit lapin parce que ils sont dépassés par les concurrents. Voilà, c'est fait partie des objets qui naissent, qui grandissent et que d'un coup ils sont dépassés par des concurrents qui débarquent par une petite start-up et ils se font bouffer et donc ils décident d'arrêter et de se repositionner sur la robotique qui était réellement leur cœur de métier. Donc ensuite c'était pour parler un petit peu de la domotique. On entend beaucoup parler qui va faire l'avenir un peu des objets connectés, améliorer notre quotidien. Par exemple, la Poste vient de présenter Post Access. Donc jusqu'à là, on va se dire que c'est une serrure connectée. Oui, c'est une serrure connectée, mais qui va avoir des apports de pouvoir verrouiller à distance ou déverrouiller à distance sa porte, qui peut être très utile quand on fait de la location ou quand on a des enfants, des choses comme ça, d'être notifié aussi, d'avoir toutes ces informations sur son téléphone, de savoir qui est rentré, à quelle heure. Encore une question de sécurité, mais le groupe La Poste se repositionne aussi sur les objets connectés comme beaucoup de grands groupes et décide de lancer cette phase de test dans le sud-est de la France. Donc encore parler des gros,
on connaît Google, on va dire le monstre d'Internet, et Novartis, qui est aussi un gros groupe de pharmaceutiques, ont décidé de s'allier et de penser à sortir une lentille connectée. Donc c'est un peu dans l'idée des Google Glass. Au départ, on se dit qu'est-ce que c'est cool, c'est un gadget. Juste que des entreprises comme celle-là vont chercher à faire de la recherche sur comment améliorer. Et ils les créent pas simplement pour faire des technos, c'est un gadget. Ils les créent pour la santé. Au final, ils sont tout le temps créés pour la santé, pour améliorer le quotidien des gens. Les lentilles, là, c'est pour aider les diabètes, pour savoir alors, par rapport aux yeux, avoir des données et les envoyer directement sur les mobiles. Il faut savoir aussi qu'il y a un laboratoire aux États-Unis qui a en test, une gélule qui s'avale et en fait qui n'a pas de batterie à l'intérieur et qui permet, avec la vitesse de descendre dans l'estomac, d'envoyer de l'énergie sur son mobile pour dire « j'ai bien pris mon médicament ». Et le médecin est averti que le médicament et que le traitement a bien été pris. Donc c'est encore de la recherche, mais un jour on pourra avoir tous ces médicaments connectés et que notre médecin nous suive à distance et vraiment avoir un suivi total de notre médecin. Donc c'est des gros groupes comme ça qui vont développer et rechercher dans la médecine. Et la dernière chose je vais parler dans la médecine, c'est le éthique d'Apple. On a tous entendu parler quand ils ont sorti le nouvel iOS. Il faut savoir que déjà maintenant il y a 20 applications qui sont connectées à Nike, par exemple, à Jobon, à WeThing. Donc ça veut dire qu'il y a 20 gros créateurs d'objets connectés qui font déjà confiance à Apple pour connecter et les connecter au hotkey et pour avoir les informations sur la santé, le cœur, combien on a marché, qu'est-ce qu'on a mangé. Donc maintenant, on va vous parler d'un objet connecté en fait qui a un petit peu révolutionné les choses, parce que Nest en fait ça a été créé par Tony Fadell, qui est juste l'inventeur de l'iPod, donc juste cette personne-là, qui a en fait créé un objet qui va s'adapter à votre rythme de vie. Il n'est pas seulement connecté, il va être intelligent, il va réfléchir. Donc tout ça pour vous faire des économies d'énergie, des économies également financières. Donc c'est vraiment un objet qui marque une révolution en fait dans les objets connectés. Donc il y a également un autre type d'objet connecté où je vais vous faire la démonstration en ligne directement. Donc qui s'appelle Onet. Alors je vais vous montrer. Onet en fait c'est une application qui va vous permettre de connecter un petit peu tous les visuels qui existent dans le monde. Concrètement, vous allez pouvoir scanner avec cette application la Joconde ou même juste. Alors je vais me reculer. Juste. Voilà, donc normalement avec cette application-là, juste en scannant un visuel de ce type-là, on va pouvoir enrichir un petit peu le contenu. On va pouvoir lui afficher, je sais pas, par exemple un lien, un article qui est en relation avec notre blog, l'IM, le MLV, ou même tout simplement afficher le plan pour se diriger jusqu'à cet amphithéâtre. Donc les objets connectés, c'est plus forcément des objets physiques que l'on va porter, comme ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça va être des objets qui vont être de notre quotidien, qui vont avoir une surcouche qui va être connectée. Donc c'est un produit qui a eu l'innovation de la Banque Populaire récemment et qui est vraiment à suivre dans le futur. Donc pour finir, voilà, donc qu'est-ce que nous on va faire aussi dans la recherche? Donc oui, on prend l'actualité et on essaye de le montrer à tout le monde, mais nous on est en train d'essayer de travailler sur la réalisation d'un livre blanc sur les objets connectés. Donc tout ce qui va sortir de la recherche nous aide pour ce livre blanc et ainsi qu'une conférence comme celle-ci ou simplement parler avec des chercheurs et avec des professionnels dans le secteur. La participation à la réalisation d'un questionnaire pour sortir des chiffres pour les recherches ainsi que de pouvoir tester des objets connectés. C'est ça que Connect Object et toute son équipe fait pour l'avenir des objets. Et une petite dernière phrase qui a été dite il n'y a pas très longtemps, donc c'était au Lab Paris. L'Internet des objets, c'est pas de créer de nouveaux objets, c'est lui aussi d'adapter nos objets du quotidien au monde d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une phrase qui résume très bien les objets connectés et l'avenir. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Lucas, Florent et Julien. On va tout de suite satisfaire votre demande d'interaction, d'échange, de discussion en passant à la deuxième partie de notre séminaire d'aujourd'hui, la partie
débat, discussion, table ronde. Je remercie les 3 premiers propos de cet après-midi qui nous ont permis de débroussailler un peu, d'une part, les enjeux recherche, d'autre part, avec Patricia, faire la démonstration d'une pédagogie existante en la matière, et puis enfin votre intervention qui nous a permis de montrer qu'il existe déjà un certain nombre d'applications concrètes dans ce domaine-là, dont certaines très anciennes. J'avais, en ce qui me concerne, oublié un peu l'histoire du lapin carotte. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de particulier avec les lapins, parce qu'on a aussi là un autre lapin. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière en termes d'objets connectés? Je ne sais pas. Donc j'invite tout de suite les participants à la table ronde. Jean-Claude Eudin, Jean Romer, Christophe Benavent qui doit normalement être en contact avec nous via Skype, et puis Pauline de Pêche-Pérou. Et je vais laisser Marie Eckel modérer cette partie table ronde débat. Je lui prêterai main forte en passant le micro dans la salle si besoin est. L'idée vraiment est de pouvoir entrer en discussion sur ces thématiques-là. Vous l'avez vu, j'occupe la parole pendant que les participants s'installent. Il y a un certain nombre de questions qui restent en suspens, notamment celle des applications concrètes, celle d'un décalage éventuel entre des thématiques et des enjeux de recherche qui, on l'a compris, sont encore plutôt à l'état de prospective. On a l'impression d'un objet de recherche en construction, alors que lorsqu'on regarde les applications concrètes, on a l'impression qu'elles existent déjà et que finalement, ce que l'on appelle objet connecté, on en a tous dans notre entourage, on en a tous déjà vu, déjà eu, et donc on se demande finalement est-ce que c'est quelque chose de prospectif, d'avenir, ou quelque chose qui existe déjà, qui est déjà parmi nous. Le principe de cette table ronde est de demander peut-être aux 3 participants de donner un peu leur point de vue liminaire, un peu un regard personnel compte tenu de leur expertise, de leur perspective sur cette thématique objet connecté, et puis peut-être rebondir sur les propos qui ont été tenus dans la première partie du séminaire, et puis d'en faire les acteurs du débat avec vous, avec la salle. Donc je demande à chacun d'entre vous vraiment une intervention liminaire très brève, vraiment votre point de vue sur la thématique du jour, pour que nous puissions le plus tôt possible entrer en débat tous ensemble sur cette thématique-là. Jean-Claude Eudin, peut-être pour commencer. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Claude Eudin, je suis le directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia et également chercheur en intelligence artificielle, et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages dans les domaines de la robotique et puis d'une manière générale un peu de ce qui pourrait nous arriver dans les années qui viennent. Donc en ce qui me concerne, assez rapidement, les objets connectés, c'est la 3e grande révolution, je dirais, après, d'une part, le web, donc dans les années, début des années 90. Deuxième changement extrêmement important, la mobilité. Donc là, Internet est devenu mobile. Aujourd'hui, je pense que c'est un fait évident. Et cette 3e grande modification, c'est bien sûr les objets connectés, et donc et qui va dépasser de très largement ce qui s'est passé déjà en termes d'impact sur notre société, à la fois à tous les niveaux, dans les années qui viennent. Les chiffres qui ont été présentés juste avant à ce propos sont éloquents. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement, moi, à un certain nombre de tendances, et en particulier le fait que je dirais, un objet connecté particulier qu'est le robot, le robot Android en particulier, mais pas seulement, représente pour moi un petit peu l'objet connecté ultime, puisqu'il a non seulement toutes les caractéristiques des objets connectés, mais aussi il a quelque chose de relativement singulier, il va nous ressembler, et c'est pas complètement anodin. Donc ça, c'est un point important qu'on pourra débattre. C'est aussi dans ce monde-là, quelle est la place du robot. Et puis également le fait que tout ça va aller de pair avec cette multiplication des objets, avec, j'irais aussi, et aussi Marie l'a dit également, la nécessité d'avoir une bande passante extrêmement large, et qu'on va finalement vers des scénarios dont on discute déjà depuis plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'environnement pervasif, c'est-à-dire la présence de la connexion à tous les niveaux et disponible comme l'air qu'on respire, d'une certaine manière, ce qui est une condition nécessaire pour avoir ces objets connectés. Ensuite, juste pour terminer,
l'idée que un objet connecté, c'est le b.a.-ba du truc. Hein. Déjà, pour commencer, il faut qu'il soit connecté. Une deuxième étape, c'est qu'il devienne intelligent, au sens où cet objet va avoir un certain nombre de comportements et qui vont satisfaire des usages et qui restent encore, pour la plupart d'entre eux, à définir. Et récemment, j'ai fait une déclaration sur le fait que l'étape d'après, c'est que ces objets soient vivants. Alors je mets des guillemets effectivement autour du terme vivant, mais c'est l'idée que la manière dont on va interagir avec eux soit le plus proche possible de la manière dont nous, on interagit de façon naturelle avec notre environnement. Et cette manière naturelle, c'est bien sûr celle de notre comportement social en tant que, primate évolué, c'est-à-dire de prendre un petit peu tout ce qui nous entoure comme faisant partie de notre groupe social. Et donc, la voie naturelle, c'est d'avoir des objets intelligents et avec lesquels on va pouvoir communiquer de la manière la plus simple possible, la plus naturelle pour nous, c'est-à-dire en langage naturel, par exemple, mais il y a plein d'autres manières de communiquer de façon également non verbale. Donc ça, c'est pour moi une évidence, et je replace là, bien sûr, dans ce contexte-là, la partie robotique qui est importante, qui est un petit peu, comme je le disais, l'objet qui serait, en théorie, si on prend un robot humanoïde, le plus proche de nous en termes de morphologie et d'échange possible. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à mes camarades. Merci beaucoup Jean-Claude. Pauline de Pêche-Pérou, maître de conférence à Nanterre, pour un regard, j'imagine, différent. Quand on écoute Jean-Claude, on a l'impression que finalement que les choses sont extrêmement simples, extrêmement claires. Est-ce que pour l'enseignant-chercheur en sciences de gestion, les choses ne sont pas un tout petit peu plus complexes? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a eu des intervenants passionnants justement sur la création de ces objets connectés, comment venaient les idées. Et nous, en marketing, et notamment donc avec les étudiants du master marketing opérationnel international, les préoccupations, c'est beaucoup plus à partir de toute la donnée qu'on récolte, de tous ces tableaux de bord, de toute cette information qu'on peut avoir sur nos usages, sur notre niveau de consommation, sur celle de notre entourage, de notre voisinage, etc. Quelles sont les adaptations possibles, on va dire, au niveau du comportement individuel? Comment est-ce qu'on réagit à ce feedback que l'on a? Et donc, c'est vraiment comprendre des enjeux, on va dire, sociétaux. Est-ce qu'avec ces objets connectés, on vit mieux? Est-ce que notre niveau de santé peut s'améliorer? Est-ce que notre niveau de consommation électrique peut être réduite? Donc ça, c'est ce genre d'enjeux sociétaux. Et puis, des problématiques vraiment marketing, du type, va-t-on vers du paiement à l'usage? Donc, je pense qu'il y a dans la salle pas mal d'acteurs du secteur de la banque ou de l'assurance. Donc, est-ce que les Français sont prêts, dans quelle mesure, à transmettre certaines données de leur comportement à leur assurance pour avoir soit une prime s'ils se comportent bien, soit qu'est-ce qui se passe si finalement leur comportement n'est pas, on va dire, très prudent. Et donc des problématiques très marketing que l'on essaie d'éclairer avec des théories empruntées à la psychologie pour voir dans quelle mesure nous sommes plus ou moins prêts à transférer des données sur notre comportement, sur nos consommations, pour avoir soit une carotte, une récompense si on fait des efforts, on va dire, pour se maintenir en forme physique, soit au contraire, peut-être avoir une prime d'assurance qui augmente si on a un comportement qui n'est pas très prudent. Donc ça, c'est les deux angles, en tout cas, qui nous intéressent en marketing et sur lesquels des étudiants, mais aussi dans la salle, il y a d'autres chercheurs de l'équipe qui travaillent sur ces problématiques. Donc on pourra en discuter par la suite. Donc, effectivement, on voit que les enseignants et la recherche en sciences de gestion apparaît plutôt comme l'aval, ce que tu disais à l'instant, ce qui est intéressant. Ça nous aide un peu à comprendre pourquoi, pour certains, les objets connectés apparaissent comme quelque chose d'un peu nouveau, voire comme un objet de prospective en matière de recherche, alors peut-être que pour d'autres parmi nous, c'est quelque chose avec lequel nous vivons déjà au quotidien depuis un petit moment. On a peut-être une partie de la réponse. Jean Romer, de l'ESILV. Oui, je voudrais donner un peu un point de vue disons, technique, d'ingénieur. D'abord, je veux dire que je suis assez ému de parler devant Louis Pouzin,
donc l'un des pères d'Internet qui est dans la salle, et puis Jean-Claude Vanier, qui est l'architecte d'Ariane 5, et donc des gens qui sont à l'origine d'un peu tout ça. Alors j'ai des questions que je voudrais, des questions que je me pose ou des constats que je fais. Une question et un constat, c'est la grande différence entre le matériel et le logiciel. C'est-à-dire ce qui caractérise le logiciel, ça a bien été dit par Marie, c'est cet aspect exponentiel. Exponentiel, ça veut dire que chaque année, il se passe plus que ce qui s'est passé depuis le début des temps. Bon. Mais l'année prochaine, il s'en passera encore plus. C'est-à-dire que toutes les choses qui nous surprennent cette année en matériel nous surprendront 10 fois plus ou dans quelques années. Et en tant que technicien, ce qu'il faut voir, c'est qu'un progrès matériel, on peut d'abord, l'exponentiel, c'est très dur de raisonner face à l'exponentiel. Très dur. On perd toute rationalité. En plus, un progrès matériel, on ne sait pas dans quel sens ça va influer l'architecture. Par exemple, si les liaisons de télécommunications deviennent encore plus rapides, ben ça peut aussi bien favoriser l'interconnexion entre des milliards d'objets que la centralisation à outrance, puisque ça serait facile de communiquer entre chaque objet et puis le reste. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense aussi pour des ingénieurs, ce qu'a dit Jean-Claude, c'est quel type de système faut-il faire? Est-ce qu'il vaut mieux, disons, faire une voiture automatique bourrée de capteurs ou un gentil robot chauffeur? Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas, parce qu'il pourrait vous ouvrir les portes aussi, également, et puis porter vos colis à Paris 2. Donc, c'est vraiment des choix très, très différents, ça. Comment faire, disons, pas la part, mais se dire qu'on ne connaît pas le futur de ce point de vue-là. Un autre point également, ça a été cité aussi, est-ce qu'on va plutôt vers des infrastructures intelligentes? Ça a été cité. Imaginons que les gens qui construisent les bâtiments, je dirais de manière built-in, c'est le cas de le dire, truffent les nouveaux bâtiments de capteurs, ou bien ce contraire, il y aura est-ce que dans cette salle, dans 5 ans, il y aura des systèmes qui captent un peu tout parce qu'on les aura installés facilement, et très peu de systèmes très intelligents, ou beaucoup de systèmes individuels qui vont parler entre eux. Un autre point aussi qui me semble une question que les architectes au sens technique peuvent se poser, c'est vraiment cette toujours centralisation, décentralisation. J'ai un peu tendance à dire, en fonction de l'expérience, des choses qui percent, qu'à la fin, c'est toujours les systèmes centralisés qui gagnent. Alors c'est un peu provocateur, mais bon, il n'y a qu'à regarder Internet. C'est quand même, à un moment donné, on cause avec un serveur. Voilà. Voilà quelques points d'interrogation d'un point de vue technique. Merci beaucoup Jean. On apprend parfois à nos étudiants que l'essentiel est surtout de se poser des bonnes questions avant de penser à avoir de bonnes réponses. Donc je pense que vous avez tous les trois soulevé un certain nombre de lièvres de questions. J'aimerais bien qu'on puisse, et c'était l'objet de ce séminaire, l'enjeu aussi, entrer en discussion, échanger, comparer les points de vue, entre des points de vue plutôt marketing, communication, design, ingénieur, des profils professionnels, que l'on puisse échanger entre nous sur cette thématique-là. Donc tout de suite, on va entrer en phase de discussion. Celles et ceux qui souhaiteraient exprimer un point de vue, entrer en discussion avec les personnes sur la table ronde. Je vais faire office de médiateur. Marie va animer la partie scientifique de la table ronde. Moi, je ne vais faire que vous donner la parole. Je demande à chacun, évidemment, de se présenter avant de commencer. Oui, alors je ne vais pas me présenter parce que Jean m'a déjà présenté. Donc Jean-Claude Vanier, Airbus. Donc effectivement, j'ai été architecte d'Ariane 5. Non, moi j'ai une réflexion, parce que je découvre un peu le sujet avec émerveillement. J'ai un sujet de réflexion sur le partage de ce monde des objets connectés que je vois en trois grands domaines. Le domaine de l'échange de masse, où il y a effectivement d'énormes quantités d'objets connectés qui mettent en relation beaucoup de personnes ou beaucoup d'installations. Il y a après l'objet plus ou moins individuel, comme on a vu, la lentille connectée, qui simplement permet de connecter un patient avec son médecin. Et puis après, il y a le domaine industriel qui, pour moi, est un autre domaine où il y a des applications très spécifiques et ce que j'appelle couteau suisse, c'est-à-dire qu'il faut des objets performants, professionnels. On n'a jamais vu un cuisinier d'une grande cuisine utiliser un couteau suisse pour faire la cuisine. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a une volonté de faire un développement commun de
ces 3 domaines ou est-ce que ça sera dissocié? C'est un peu ça le fond de la question. Il y a déjà sacrément matière à discussion. On prend peut-être tout de suite une deuxième intervention et puis on laisse nos 3 participants de la table ronde réagir, chacun en fonction de sa spécialité. Monsieur. Jean-François David, une question dans Internet des objets. Enfin, il y a la liaison objet à objet. Et cette liaison objet à objet va faire parler des tas d'objets ensemble pour faire des espèces de méga-objets, par exemple une voiture ou autre chose. Hein. Et puis il y a la relation objet à personne. C'est vraiment 2 champs très différents parce que les gens ayant des capacités cognitives limitées, on ne peut pas en temps réel vivre avec 1 milliard d'objets en permanence au sens cognitif. Donc quelque part au niveau de l'interface homme-objet au sens large, là, il y a tout un champ de très épais qui est un domaine de recherche. Okay, je pose la question, hein, quelles sont les recherches dans ce domaine? Parce qu'il y a le cognitif derrière, il y a les logiciels, il y a l'intelligence artificielle, il y a la nécessité, il y a la visualisation, il y a tous ces sujets-là qui n'existent pas dans la liaison objet à objet, qui elle est une super cuisine technique, je dirais. Il n'y a pas de problème de visualisation dans la relation objet à objet. Et ma deuxième point d'interrogation, c'est autour des problèmes de sécurité, parce que tous ces objets aujourd'hui, ils fonctionnent avec des ondes, enfin, avec des ondes variées, ok. Et les ondes, il n'y a rien de plus facile à capturer, ok. Donc il existe pour 5 $, on peut acheter en Extrême-Orient des engins qui permettent de détecter n'importe quelle fréquence, n'importe quelle onde, et donc de capturer tout ce qui se passe entre tous les objets, les milliards d'objets qui vont se parler. Bon, il faudra un peu d'intelligence. Mais enfin, il y a un problème de sécurité très profond caché derrière, dont je ne pense pas qu'il soit traité aujourd'hui au fond par les acteurs. Merci beaucoup. Je laisse tout de suite les intervenants à la table ronde réagir. On est déjà quasiment dans ce monde-là, puisque aujourd'hui, la communication purement humaine sur Internet est tombée, alors ça dépend des statistiques, hein, mais en gros, elle est inférieure à 30%. C'est-à-dire que déjà, plus de 70% des échanges sur Internet sont en fait des échanges de machine à machine, de protocoles, et on ne représente plus, entre guillemets, un petit 30% de ces échanges. Donc c'est vrai que la question de la sécurité, et on sent bien est important et qu'on va de plus en plus vers des systèmes qui vont encrypter les données, hein, et ça devrait se généraliser dans les années qui viennent. Ensuite, sur l'aspect interface avec ces objets, et il est clair que pour moi c'est un sujet qui m'intéresse, puisque je pense que la solution c'est vers une généralisation de ce qu'on pourrait appeler des assistants intelligents, des agents intelligents. On en voit déjà les premiers avatars, si je puis dire, avec des applications comme Siri ou autres, hein, qui permettent de gérer déjà un certain nombre de services encore relativement réduits, mais qu'on va naturellement vers ces interfaces qui vont nous aider à communiquer avec des systèmes de plus en plus sophistiqués. Et ce type de système, il peut être relativement généraliste, hein, comme Siri nous aide à téléphoner et à appeler notre maman, parce qu'il a du coup, il sait quand on dit maman, et bien il s'est retrouvé dans notre agenda et dans notre système de contact le bon numéro de téléphone. Donc c'est des intelligences encore relativement simples, mais aussi des agents beaucoup plus spécialisés qui pourront être dans les domaines techniques et assurer des communications avec des systèmes beaucoup plus professionnels, hein, et poser un certain nombre de questions et faire de l'aide à la décision sur, de toute façon, on l'a vu, cet immense volume de données où on est souvent, nous, humains, désemparés, hein, et relativement... Et donc ce développement d'interface intelligent est pour moi une voie incontournable dans les années qui viennent. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les 2 questions qui viennent d'être posées. Sur les problèmes de sécurité, alors là c'est plus un peu pour mobiliser, on va dire, toute la salle. Il y a déjà, en tout cas en marketing, des initiatives ou des projets
Il y a des acteurs évidemment comme la CNIL qui se posent beaucoup de questions sur la sécurité, la transmission des données, mais un grand projet dont je vois certains représentants dans la salle qui s'appelle Mesinfo, enfin qui est hérité du projet à la base anglo-saxon MyData, avec cette idée de comment est-ce que les consommateurs peuvent se réapproprier leurs données, éventuellement les retransmettre après aux entreprises commerciales dont ils sont clients. Et donc évidemment les enjeux de sécurité sont largement prépondérant, on va dire, dans ce genre de projet de recherche. Donc là, évidemment, c'était pour le premier point. Et le deuxième point qui concerne évidemment la visualisation de cette masse d'informations qu'on peut avoir sur nos comportements, etc. Justement, l'année dernière, une des étudiantes du master avait fait son mémoire sur tout ce qui est coaching. Et donc, c'est vrai qu'on est entouré de coachs qui peuvent, on va dire, dans la vraie vie, nous dire comment pratiquer du sport, comment cuisiner, enfin, qui peuvent nous coacher dans tous les domaines. Et effectivement, dans ces objets connectés, il peut y avoir une dimension coaching qui nous permet d'alléger un peu la charge cognitive et de ne pas avoir à lire évidemment tous les graphes et avoir des conseils personnalisés en fonction évidemment de nos scores ou nos performances. Et donc cette dimension coaching réapparaît de façon évidemment virtualisée et non humanisée, même si on essaye de faire passer le coach pour quasiment une personne, on va dire, presque humaine. Et effectivement, dans ces résultats, la dimension coaching permettait d'améliorer, on va dire, l'adoption de bons comportements. Donc entre une situation sans coaching, avec que des résultats bruts, des graphes sur notre consommation électrique, etc., et une situation où on nous donne des petits conseils en disant, voilà, évitez de prendre un bain, mais prenez plutôt une douche, etc., plein de petits conseils divers et variés, la dimension de ce coach permettait d'augmenter, en tout cas, le nombre de comportements positifs, on va dire, adoptés par l'utilisateur. Donc effectivement, il y a des choses à creuser, on va dire, en matière de visualisation et conseils dans tous les tableaux de bord qu'on peut avoir à disposition. Pour reprendre la question de Jean-Claude Vanier, l'industrie n'a pas besoin de couteau suisse. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter sur la capacité des industriels à faire des objets qui leur seront utiles. Parce que c'est leur tradition, ces nouvelles technologies, ils les utiliseront en fonction de coûts, performances, des choses dont ils ont besoin. Par contre, dans tout ce qui va toucher la société, l'individu, on parle beaucoup du mot intelligence artificielle. Alors moi aussi, je suis chercheur en intelligence artificielle et je suis moins optimiste que Jean-Claude. On a des visions un peu différentes des choses, dans la mesure où je pense que prenons par exemple, il a été dit, ça serait bien de faire du prédictif sur le comportement, enfin sur les relations, la manière dont les gens vont accepter ces objets-là. Bon, si je prends ça au pied de la lettre, ça veut dire qu'il faut faire des systèmes de simulation de l'être humain, d'une société humaine, c'est-à-dire de se dire, modéliser la cognition, la physiologie, etc., puis se dire, dans 5 ans, j'ai un modèle de consommateur, j'ai un modèle de groupe de personnes, et puis je veux savoir si on préférait avoir beaucoup d'objets ou pas beaucoup, par exemple. Beaucoup d'objets connectés peu intelligents ou pas beaucoup plus intelligents. Donc voilà, c'est des problèmes gigantesques. C'est-à-dire... alors si je dis ça, c'est pas juste parce que je suis pessimiste, c'est parce que je pense qu'on ne fait pas assez de recherche justement sur ce que j'appellerais aussi volontiers la vieille IA, c'est-à-dire celle qui consiste à essayer de faire des modèles profonds, formels, compliqués à faire, du comportement humain, de l'expertise humaine dans différents métiers. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle plutôt, disons, de la nouvelle intelligence artificielle, qui est, pour simplifier, plutôt l'apprentissage automatique. On regarde 1 milliard de fois une certaine scène, et puis on se dit, voilà, la machine a compris ce qu'elle veut dire. Alors bien sûr, cette nouvelle IA est différente de l'ancienne, mais je pense qu'on a aujourd'hui des difficultés à faire des gros systèmes intelligents. Et la question, c'est de savoir, qui va les faire. On voit à peu près qui a la capacité de faire ces systèmes intelligents. C'est les très grands acteurs. Et donc, si tout à l'heure quelqu'un disait, je crois que c'est vous, mes élèves de toute façon détestent
c'était des tests codés, ou je ne sais pas quel mot plus horrible ils ont employé. Des tests codés. Bon, j'ai parfois l'impression que c'est vrai aussi pour les ingénieurs. Et donc, voilà une vraie question. C'est-à-dire qu'il va juste y avoir chez Google ou Apple des espèces de gens un peu spéciaux qui vont foncer là-dessus et tous travailler ensemble sur un même sujet, ou est-ce qu'il y aura une culture suffisante dans le monde entier pour augmenter le niveau de l'intelligence des systèmes, je dirais au moins des deux sortes d'intelligence. Merci beaucoup Jean. On va prendre tout de suite une deuxième série de questions ou d'interventions. Au passage, vos échanges de façon assez intéressante soulignent déjà qu'entre un point de vue industriel et un point de vue de chercheur, je pense notamment au marketing, il peut y avoir des petites appréhensions différentes du thème du jour. On voit par exemple que si l'industriel n'a pas forcément besoin de couteaux suisses, si le consommateur aime beaucoup les couteaux suisses, il va bien falloir lui en mettre à sa disposition. Je pense notamment à l'image du bureau que tu employais tout à l'heure avec tous les objets que l'on met désormais dans un objet, l'iPhone. Il se peut que le consommateur et que l'aval, en marketing, ait besoin de penser couteau suisse, même si dans d'autres domaines d'application en amont, effectivement, l'industriel, lui, n'ait pas besoin de couteau suisse. Donc, je trouve qu'il y a des différenciations intéressantes justement entre le point de vue de la recherche en sciences de gestion et puis le point de vue plutôt de la recherche appliquée en matière de recherche et de développement industriel. Deux interventions, une ici et puis une autre là-bas. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Nicolas Brie, Orange Innovation. D'abord, bravo et merci pour toutes les présentations qui étaient super. Alors, juste Connect Object, c'est une très belle présentation, mais alors nous expliquer que les objets connectés, c'est déjà fini en passant à la vague d'après avec OnPrint, bon, c'est décourageant quand il y a une conférence objets connectés. Voilà, alors j'ai deux questions plutôt sur le marketing, très courtes. À un moment, on voit que les marques se lancent dans les objets connectés, puis on voit des marques numériques qui se lancent dans des objets qu'elles rendent connectés. Donc Apple avec la montre, la santé, Google avec la voiture, avec les lunettes. Et finalement, on ne s'étonne pas du tout de ça. On ne se dit pas du tout est-ce qu'ils sont légitimes ou pas. On prend ça tout à fait naturellement. Donc je voulais savoir dans le rapport des marques, c'est ma première question, est-ce que finalement les marques du numérique deviennent ultra légitimes sur tous les territoires de marque? J'espère pour Orange que ça sera le cas. Deuxième question, on a parlé des objets connectés qui s'incluent dans les réseaux. Donc je pense que c'est une dimension très très importante. Est-ce qu'on peut corréler ça d'un point de vue usage à tout ce qui se développe sur les plateformes collaboratives? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus des plateformes collaboratives avec des objets connectés où les gens partagent les ressources des objets? Merci beaucoup. J'ai l'impression que plus les discussions avancent, plus l'objet du séminaire devient plus complexe. Bonjour, Bertrand Lavour. Donc, j'ai dirigé le développement d'applications mobiles chez Alcatel au début des années 2000, puis après j'ai dirigé une agence web et maintenant je suis consultant, enfin bref. En fait, j'ai une vraie question, c'est l'intelligence dans les objets. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a des objets qui sont assez passifs, mais on voit bien quand même que les logiciels vont faire en sorte que les objets vont devenir de plus en plus intelligents. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec la vision, tout va être centralisé et on va juste se contenter de récupérer des données. Enfin, je caricature un peu, hein. Et puis on va les traiter. Non, je pense que les objets eux-mêmes vont traiter leurs propres données. On prend le cas de la voiture, on prend le cas du frigo, et je pense aussi, pour rebondir sur la remarque de monsieur, qu'ils vont dialoguer directement avec d'autres objets. C'est le frigo qui va passer commande au supermarché, la voiture qui va prendre rendez-vous au garage, et l'ampoule, quand elle va claquer, c'est elle qui va directement... Alors après, on pourra valider éventuellement les commandes, etc. Et donc en fait, ma vraie question, et mon vrai propos, c'est... Alors l'Internet des objets, c'est pas de créer de nouveaux objets, mais adapter nos objets du quotidien au monde d'aujourd'hui. On pourrait commencer à faire la liste de tous les objets qui nous entourent, et voir comment on pourrait les rendre intelligents, et après comment ils pourraient dialoguer entre eux. Enfin voilà, bon, j'arrête. Merci beaucoup. On laisse une fois de plus les participants à la table ronde réagir dans l'ordre qu'il ou elle le souhaite. Non, mais c'est clair que la communication entre les objets et même avec nous humains, elle n'est pas selon un vieux mode qu'on a connu au départ, c'est-à-dire j'émets des signaux et puis je les interprète, je crée un modèle du monde. Et puis, du coup, je raisonne là-dessus et j'en déduis une action ou un nouveau message que je vais... à l'instar d'Internet, on a plusieurs niveaux de communication dans les objets, hein, et ça peut être du très bas niveau jusqu'à du très très haut niveau.
Alors nous, humains, on a plutôt intérêt à aller d'emblée directement dans le très haut niveau. Ensuite, en fonction des objets, on va certainement intégrer directement dans l'objet certains niveaux qui seront plus intéressants et d'autres qui seront peut-être centralisés dans les nuages, comme on dit. Mais voilà, je pense que c'est plus complexe que de dire simplement tout est centralisé dans un coin et puis, ou alors tout est intégré dans un autre. Et puis il faut penser aussi à nous, on vit dans une petite bulle où on n'a pas trop de problèmes de connexion. Ça nous arrive quand même de temps en temps. Hein. Vous avez remarqué, hein. J'étais hier à Saint-Malo et de temps en temps, sur une crique, eh bien, je ne reçois plus. Bon, bref, passons. Et ça veut dire que si on s'éloigne de notre territoire un peu dans la bulle, quand on va dans des territoires un peu moins favorisés d'un point de vue technologique, il y a aussi des problèmes. Et donc, dans certains cas, il est intéressant d'avoir de l'intelligence embarquée dans les objets pour être capable d'offrir au moins un service minimum, un usage minimum, quitte à se reconnecter un petit peu plus tard et d'avoir et pas être complètement, j'irais dans un cas où ça ne marche pas si on n'a pas le signal 5G qui est présent avec toutes les petites barres d'allumées en haut, quoi. Oui, à propos de centraliser, pas centraliser, c'est pas, moi je ne suis pas pour le centraliser ou contre. Je constate quand même que c'est un espèce de tracteur étrange qui, dans l'évolution des technologies, est souvent un point très stable et très efficace. Mais l'intelligence centralisée ou pas décentralisée, de toute façon, le problème, c'est que faire des choses intelligentes, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'en gros, on sait faire des systèmes intelligents, mais on ne sait pas traiter l'intelligence comme de la donnée. Faut bien voir ça. On ne sait pas bien la représenter en machine. Donc ça commence mal. Hein. C'est-à-dire on sait bien représenter des nombres en virgule flottante. Bon, représenter des connaissances en machine, juste un point, ça a été cité effectivement, le web sémantique. Je veux dire, le web sémantique, ça fait simplement 15 ans que ça ne décolle pas. Donc 15 ans, c'est beaucoup dans le monde d'Internet. Parce que c'est difficile. Et c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, nous-mêmes. Donc comme on ne sait pas ce que c'est, allez donc l'expliquer à des machines. Juste un point, on parle de compréhension du langage naturel. Les meilleures grammaires aujourd'hui, les grammaires formelles, hein, ne prennent pas en compte la ponctuation. Vous vous rendez compte ? Vous allez voir, le meilleur linguiste, il n'y a pas de grammaire qui tient en compte la ponctuation. Dieu sait si la ponctuation c'est important, il ne serait-ce que la ponctuation orale, la tonalité et les pauses entre les mots. Il y a des chemins à parcourir extraordinaires. Et si on ne met pas beaucoup de gens à travailler là-dessus, on ne va pas beaucoup avancer. Alors, je voulais juste rebondir sur la question sur la légitimité des marques du numérique. C'est effectivement une très belle question. Enfin, je pense que c'est aussi le but, en tout cas, de ce séminaire organisé par Marie, c'est de voir toutes les questions, parce que pour l'instant, elles sont quand même très peu traitées, on l'a dit, en marketing. Et c'est vrai que ce qu'on a vu apparaître, en tout cas, c'est que même des secteurs auxquels on ne pensait pas se sont mis aussi aux objets connectés, qu'il y a beaucoup d'utilisation. Donc, je pense qu'il y a une légitimité des marques du numérique, mais aussi de plein de secteurs auxquels on ne s'attendait pas. Et toute l'acceptation, on va dire, par les consommateurs n'est pas encore tellement étudiée. Et je sais que c'est un des axes sur lesquels on va travailler en recherche avec l'équipe donc de Nanterre et de l'EMLV. Ça va être effectivement un baromètre de l'acceptation des objets connectés avec des dimensions reliées, on va dire, à l'utilité de l'objet, mais aussi aux marques. Donc c'est clairement, en tout cas, un axe de recherche sur lequel on va travailler. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas encore grand-chose, si ce n'est qu'on voit fleurir, on va dire, des projets. Là, on ne s'y attendait pas forcément. Marie, peut-être sur ce point. Je pense qu'on va être... je parlais avec Jean-Marie Le Goff tout à l'heure, chercheur au CERN. Il parlait justement du fait qu'on va avoir un autre rapport aux objets et aux services. Et il expliquait justement qu'on sera... ce sera beaucoup plus complexe, notre relation aux objets. Et que donc, en quelque sorte, les objets, par exemple, seront... il utilisait l'exemple du smart meter. Donc quand un individu, par exemple, s'installerait dans un nouveau logement, il y aurait un nouveau smart meter qui rentrerait dans le système et qui serait activé. Ce smart meter enverrait de l'information au réseau et donc cette information, pour ne pas saturer le
le réseau serait envoyé à heure fixe avec l'ensemble des informations des différents smart meters de la ville, par exemple. Donc on aurait une gestion en termes de services qui serait beaucoup plus globale et macro finalement. Et on n'aurait plus uniquement une gestion au niveau de l'utilisateur unique. Il faudrait penser l'interconnexion globale entre l'ensemble des services proposés par les différents objets et des systèmes qui seraient beaucoup plus généraux, qui permettraient justement de collecter l'information à heure fixe, peut-être, et de la transmettre pour ne pas saturer le réseau, afin qu'elle soit traitée, stockée et gérée par donc des entreprises qui seraient spécialisées dans le traitement et la gestion de ces informations. Donc il y aurait aussi cette idée, je pense, qui serait aussi beaucoup plus complexe, dont il parlait tout à l'heure. Il disait qu'on va être justement dans l'utilisation de l'ensemble de ces différents objets. Et comme ces différents objets pourraient potentiellement appartenir à différentes marques, et que ces différents objets pourraient fournir en même temps un service, il se posera la question justement de comment est-ce que les marques vont marketer, entre guillemets, le service. Comment est-ce qu'elles vont justement vendre le service. Si on va avoir 3 ou 4 objets qui appartiennent à des marques différentes, qui déploient un même service, là se pose là on a vraiment une complexité grandissante. Mais ça, c'est vraiment, on est dans de l'anticipation. Mais effectivement, il y a cette idée de dire, voilà, à mon avis, il faut penser du point de vue du marketing des services pour les marques qui vont vendre des objets connectés et ne pas axer uniquement sur l'objet comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et je pense que c'est là où il y a un virage à prendre, en fait. Parce que c'est là où on va penser de plus en plus l'objet comme étant dématérialisé aussi, puisqu'on a des objets virtuels. Il faut prendre en considération le fait que ces objets virtuels vont aussi tendre à se développer et que donc pour les marques, il s'agit de penser l'aspect service plus que l'aspect objet, qui en fait devient une sorte de gadget quelque part. Parce que l'objet, sans être mis en relation, finalement, n'a pas vraiment d'existence ou d'intérêt. Si c'est une bouteille, si elle n'est pas connectée, c'est une bouteille. Je bois l'eau, c'est tout. Mais si elle est connectée, là, elle crée un service. Et donc finalement, c'est un changement de paradigme, c'est un changement dans notre réflexion, à la fois en tant que chercheur en marketing, mais aussi c'est un changement aussi dans notre réflexion par rapport à la société et à l'utilisation de ces différents services. Voilà, moi je dis service parce que c'est plus que des objets, quoi. Donc c'était juste sur ce point que je voulais intervenir. Je laisse la parole aux autres membres de la table ronde. Et ça repose la question des consommateurs et de leur rapport à la sécurité, etc., qui était adressée tout à l'heure. Nous avons une quatrième, 3 nouvelles questions, une ici et puis 3 un petit peu plus loin. Donc je vous demande toujours de vous présenter les uns et les autres. Monsieur ? Michel Stolz. Je voudrais reprendre un petit peu ce que disait monsieur là-bas, mais je pense que vous avez répondu à pas mal de choses parmi lesquelles je voulais intervenir. Dans ce que vous avez suggéré, et ma réflexion conduit à 2 types de marketing différents, le deuxième étant celui que vous avez présenté, je crois. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il faudrait étudier déjà les objets qui existent actuellement et en faire le tour de tout ce qui nous environne, et puis qui pourrait déboucher sur des applications. Alors ça, c'est vrai. Et quand on y réfléchit bien, on a déjà plein d'objets connectés, même avant l'informatique. Quand vous allez voir un thermomètre, c'est un objet qui est connecté par le déplacement que vous faites pour aller le regarder, si vous voulez. En d'autres termes, un objet, c'est quelque chose qui a, entre autres, 2 grandes fonctions. Une première, ça peut être d'agir par lui-même. C'est le truc qui fait bouger le petit cœur, là. Et puis c'est le truc qui, calculant des informations, les met à disposition. Et c'est 2 choses fondamentalement différentes. Alors, je suis sur l'aspect marketing, là. Je ne suis pas sur le plan technique où je rejoins assez ce qu'a dit Jean Romer tout à l'heure. Sur le plan marketing, oui, il faut faire des études, mais c'est du marketing, je dirais, assez direct. Il faut faire des études, des objets déjà existants, et puis voir dans quelle mesure la communication automatique des informations qu'ils ont, l'heure, la température, je sais que la place est occupée ou n'est pas occupée.
après tout il le sait, ben, on rend cette information disponible via un smartphone, via n'importe quoi. Bon, ça change quand même les choses et ça débouche sur plein d'applications qui peuvent exister. Ça, c'est une chose. Mais je dirais, il n'y a pas d'invention là-dedans. Enfin, c'est du marketing direct, c'est du marketing d'entreprise, c'est du business à faire. Il faut le faire, il va exploser, c'est évident, c'est une chose. Mais il faut dépasser ce stade-là. Le véritable stade, c'est que grâce à ce développement technique qui explose depuis quelques années, on se rend compte que c'est les relations interhumaines qui changent. L'action humaine, c'est quoi? C'est l'interaction entre des gens. Pourquoi on bouge? Pour aller acquérir de l'information chez quelqu'un d'autre. C'est principalement pour acquérir de l'information ou pour donner de l'information à quelqu'un d'autre. Vous avez parlé beaucoup de services. Moi, je parlerais plutôt de besoins. On va chercher de l'information pour sa propre action, pour vivre. L'action en société, c'est de vivre, c'est de développer, c'est de faire quelque chose. L'esprit humain conquiert la planète. On est en Europe, on veut aller en Amérique, etc. Et pour ça, il nous faut de l'information. Et cette information, on a fait ça pendant les millénaires, d'une façon ou d'une autre. Il s'offre à nous des possibilités qui n'ont jamais existé d'acquérir des informations dont on ignore même qu'elles existent pour le moment. Et là, je pense qu'il y a tout un autre axe de recherche en marketing qui passe par le changement de paradigme, de la manière de voir dont l'activité humaine va se développer dans le futur. Et là, ça va permettre de réfléchir à des types d'informations en réseau ou individuelles, et c'est probablement en réseau, multiples, qui sont à acquérir et qui seront à acquérir comment? Au travers d'une technologie et d'objets que vous placerez un peu partout. Donc il me semble que de ce point de vue-là, on a deux types de marketing différents et c'est ça que je voulais passer comme remarque. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole aux trois questions qui se situaient vers le fond de l'amphi. Monsieur, me semble-t-il. Bonjour, Pierre-Manuel Patry, Cénova, un bureau d'études dans l'économie d'énergie dans l'habitat. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est quand on parle des objets connectés, on ne parle jamais de business model. Et je voudrais savoir quel est le business model que vous identifiez comme étant le business model lié aux objets connectés. On a parlé des grandes révolutions, on a vu que l'Internet a révolutionné complètement les business models, que la mobilité et les applications mobiles ont complètement révolutionné les business models également. Je pense que de la même manière, les objets connectés risquent de le faire. Et est-ce que vous avez des pistes de réponse là-dessus? Et ça rebondit notamment avec quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'habitat. On parle beaucoup des objets connectés, mais aujourd'hui il y a énormément d'actions des fournisseurs télécoms, des fournisseurs d'énergie, de tout un tas de personnes qui essayent de connecter la maison, mais aujourd'hui il n'y a pas du tout de réponse du marché qui n'est pas du tout intéressé par le sujet, à part Nest qui s'est développé aux États-Unis, lié au fait qu'il y a des énormes financements sur les thermostats intelligents aux États-Unis. Il n'y a personne qui a fait de la maison connectée aujourd'hui, vraiment de manière développée. Donc se pose la question du business model qui y a derrière et de la réponse aux besoins clients et comment ça va être pris, toutes ces choses-là. Donc je vous pose la question, est-ce que vous avez des pistes de réponse sur le sujet? Merci beaucoup. Dans une institution où l'entrepreneuriat est souvent mis en valeur à la fois comme enjeu pédagogique et objet de recherche, je pense que votre question tombe à pic. Merci. Moi je m'appelle Louis-Benjamin Dubuis, je suis étudiant à l'IM et ma question concerne plus les données et la big data. Donc tout à l'heure vous parliez d'une bonne ou mauvaise action récompensée ou non par les entreprises par exemple d'assurance ou de mutuelle. Et ma question elle concerne plus l'éthique ou la légitimité plutôt. C'est l'entreprise est-elle légitime pour définir ce qui est bien ou pas pour l'être humain? Sachant qu'aujourd'hui, on est quand même tous assez, je dirais pas impétueux, mais on a tous envie de découvrir des choses, surtout nous en tant que jeunes, et qu'on a notre libre arbitre. Comment justement cette entreprise peut se permettre de définir, mettons, si on a besoin de faire, par exemple, une soirée arrosée, effectivement, c'est pas bon pour notre santé, ou c'est des questions d'ordre éthique, et de quel droit, en fait, l'entreprise, entre guillemets, l'assurance que l'on paye, peut se permettre de dire « Ah, bah aujourd'hui, vous avez fait trop, entre guillemets, la fête, et c'est un exemple, votre mutuelle, votre prime d'assurance, l'année prochaine, augmentera parce que, voilà, vous avez eu plein d'événements joyeux à fêter. »
J'exagère un peu, mais l'idée là, en fait, c'est quelle est la légitimité vraiment de l'entreprise à juger de nos actions, en fait, grâce aux objets connectés, toujours. Ça pose une question intéressante qui est celle de la vision peut-être un petit peu normative des informations qui seraient fournies par certains objets connectés. Et peut-être que votre réflexion incite aussi à se demander si on s'interrogeait tout à l'heure sur l'émergence d'objets intelligents ou de smart objects. Peut-être que ça appelle aussi un consommateur ou un utilisateur intelligent ou smart. Je ne sais pas si ça répond à votre petit clin d'œil, à votre exemple. Alors bonjour à tous et merci pour vos interventions. Donc, je m'appelle Jérôme Delon et je travaille tous les jours à développer la solution Print que l'équipe Objet Connecté, donc Connect Object, a présentée. Et puis, c'était plus une remarque qu'une question. Et en fait, le grand débat dans l'entreprise que nous développons, c'était soit mettre l'intelligence dans les objets, ou soit avoir la technologie et faire parler les objets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc je vais essayer de pas trop prêcher pour ma paroisse, mais en fait, donc ils ont fait la démonstration. En fait, on peut avec une application prendre n'importe quel objet en photo et recevoir des informations sur son téléphone. Et en fait, on a choisi plutôt que de proposer une solution à insérer dans chacun des objets, insérer la solution dans un objet que tout le monde a, je pense, dans cette salle, le smartphone. Et je vois tous les jours des gens avec des problématiques différentes avec les objets connectés. Qu'est-ce que je peux connecter, quelles informations je peux donner et à quelle fréquence. C'est comme la question de mon collègue. Aujourd'hui, les objets connectés, il y a aussi une peur qui n'a pas été très développée, c'est la peur d'être harcelé de messages. On reçoit déjà plein de push sur son téléphone. Et demain, ça peut être nos objets qui vont nous envoyer des push tous les jours. Et le parti pris aussi le parti pris, c'est l'utilisateur, donc l'humain, qui est toujours à la base de la communication avec la machine et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi, utilisateur, qui vais prendre la photo de l'objet, et c'est l'objet qui va me parler quand je vais lui poser la question. Il ne va pas nullement me parler quand je n'ai rien à lui dire. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser une fois de plus les intervenants de la table ronde répondre à ce qui était peut-être la dernière série de questions dans la salle, à moins qu'il y en ait une dernière pour respecter à peu près le timing, monsieur, peut-être. Et puis ensuite, on vous laisse la parole. Il y a un problème qui n'a pas été traité, mais qui est épais. Il y a un problème de pouvoir quand même caché derrière tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le pouvoir sur les données, on connaît bien le pouvoir des GAFAM, enfin Google, Amazon, Facebook & Co. Celui-là, il est connu. Mais il y a un nouveau pouvoir qui émerge de tous les gens qui définissent des standards au niveau des objets, les Cisco, et quelques autres. Ok, c'est pas du tout une critique de ces gens-là, hein, c'est simplement... Or, les standards définissent les usages. C'est-à-dire que si on fait ça pour faire un iPhone, c'est devenu un usage, ok, pour agrandir une image. Et finalement, ces standards de base structurent nos habitudes. Et qui a le pouvoir là-dessus aujourd'hui? Et qui a la maîtrise de tout ça? Et au fond, on découvre qu'on perd le contrôle de ça et qu'on va se retrouver avec des habitudes qu'on n'a absolument pas choisies et qui viennent de standardisateurs au niveau des bas-fonds. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait beaucoup. Je laisserai mes camarades de l'EMLV répondre sur les business models, même si j'ai l'impression que, en tout cas moi, je suis un petit peu sec à répondre comme ça sur cette question-là aujourd'hui. Je pense qu'ils vont émerger dans les toutes prochaines années qui viennent. On va voir probablement des choses arriver auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et tant mieux d'une certaine manière. Je voulais revenir sur l'aspect éthique qui me semble un point général extrêmement important, central et souvent pas au cœur de la préoccupation de ceux qui créent ces technologies. Et là, aujourd'hui, on est devant un phénomène qui va impacter nos sociétés d'une façon extrêmement importante. On donnait l'exemple tout à l'heure de l'assureur qui peut augmenter d'une façon autoritaire en vous promettant de l'abaisser si vous suivez bien. Hein. Mais il y a des cas qui se posent maintenant beaucoup plus
important à terme, en particulier avec les voitures autonomes, c'est si les voitures envoient un certain nombre d'informations en temps réel, et ça on sait qu'on sait le faire, des algorithmes qui sont capables de réagir quasi en temps réel sur la conduite du véhicule. Et ben, il y a le problème qui avait été déjà pointé par Asimov dans des nouvelles à la fin après la Deuxième Guerre mondiale, qui est de placer ces systèmes automatiques devant des dilemmes, et de placer cette voiture automatique sur, par exemple, eh bien, elle va renverser une grand-mère qui traverse, ou bien rentrer dans quelque chose qui va coûter très très cher à l'assureur. Et dans ces cas-là, on est devant un problème qui décide comment qui a conçu le système, qui est responsable. Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que qui a la main sur ces algorithmes de décision qui sont derrière? Donc, et voilà, encore plus loin, parce que c'est un sujet qui est également, je pense, un sujet de société pour rebondir sur tous ces aspects éthiques, c'est l'armement de plus en plus fort des drones et de l'utilisation des drones militaires. Hein, et on sait très bien, en regardant les projets d'ARPA en particulier, qu'on va vers la décision à la pointe de la lance, comme on dit dans le jargon militaire, c'est-à-dire qu'on va à pas résolu vers une machine qui, aujourd'hui, c'est encore un GI qui appuie sur la détente, mais qu'à terme, il est très très probable que le drone, qui sera plus tout à fait un drone d'ailleurs, prenne la décision de tirer parce que tout simplement c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin et prendra cette décision. Et donc là, heureusement aujourd'hui, l'éthique fait de plus en plus partie des grandes conférences scientifiques, et je pense que c'est une prise de conscience qu'on doit tous avoir en tant que citoyen, et en tant que concepteur aussi. C'est ce que je suis en train de faire, quel impact potentiel ça a sur la société, et en être conscient et agir en tant que citoyen en conscience de ça, surtout si on est en termes de développement. Relisez si vous les avez, ou lisez-les si vous les avez pas lus. À partir des années 75, il y a beaucoup d'écrivains de science-fiction dans un mouvement qui s'appelait Cyberpunk, qui a extrapolé pas mal d'univers possibles, de sociétés possibles, et en particulier où il prédisait d'une certaine manière l'arrivée, par exemple, de ce que William Gibson appelle les multinates, et où le vrai pouvoir n'était plus dans les instances citoyennes ou politiques, mais dans les multinationales qui imposaient finalement leur dictat à peu près tout le monde. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Je pense qu'il y a notre conscience à tous, hein, de regarder ça, et dès qu'on peut, eh bien, de réagir et dire non quand on ne veut pas de cette société, parce que les technologies, elles sont ni noires ni blanches. C'est ce qu'on va en faire qui vont faire qu'elles vont devenir noires ou blanches. Ça pose la question de la responsabilité de l'utilisateur, finalement, que vos deux interventions soulevaient de façon très explicite. Hein. Si vous n'utilisez pas un service, eh bien, il va disparaître. C'est aussi simple que ça. Et s'il ne vous plaît pas, ne l'utilisez pas. Il y avait quelqu'un qui disait, mais le livre numérique, ça pose plein de problèmes. Eh bien, n'en achetez pas et il va disparaître. Plutôt que d'essayer de faire des... Enfin voilà, on se plaint que le livre papier a des problèmes. Achetez des livres papier. Enfin, voilà, il y a un comportement individuel qui est aussi important dans nos sociétés. Oui, quand Bastien avait synthétisé les questions des personnes du fond de la salle, il y avait l'aspect normatif qui était revenu, et ça c'est vrai que nous en marketing on mobilise beaucoup les travaux en psychologie, notamment tout ce qui est normes sociales, ces normes sociales pouvant être descriptives, voilà ce qui se passe dans votre voisinage, les 20% meilleurs, les 80% meilleurs, pouvant être aussi injonctifs, c'est-à-dire avec une incitation à essayer de s'approcher de cibles dites optimales. Et donc effectivement il y a des normes sociales injonctives qui l'idée de effectivement ce qui devrait être bien fait. Alors je ne veux pas me tromper parce que je pense qu'en plus il y a AXA dans la salle, mais il me semble que AXA avait, dans la version incitative, aux 1000 utilisateurs qui étaient équipés du boîtier, à partir de 7000 pas par jour,
on avait accès, je pense, à des chèques cadeaux pour de la médecine douce. Enfin, c'était très incitatif. Et donc, effectivement, il y a l'aspect que 7000 pas par jour, ça devrait être, on va dire, une bonne mesure. Alors, j'ai peur de me tromper, mais de mémoire, c'était ce que j'avais lu dans un article qui parlait justement de cette offre Accès Santé. Et donc, il y a cet aspect normatif, c'est-à-dire vous êtes à 5000, ben, ça serait bien d'aller à 7000 parce qu'effectivement, à partir de 7000, on vous offre des réductions, 50 € pour aller chez l'acupuncteur, ou ce que vous voulez, vous faire masser, etc. Et donc, libre à vous, après, effectivement, de suivre ou pas l'injonction qui vous est donnée. Donc, il y a déjà eu des recherches en marketing dans des champs, on va dire, pas le champ de l'assurance, mais notamment de la consommation électrique. Est-ce qu'on a envie de suivre ou pas la norme? Pour l'instant, le peu de travaux qui existent montrent que c'est pas si flagrant que ça. Donc après, il faudrait voir en fonction aussi des personnalités, de traits de personnalité, qui est motivé ou pas par ces normes injonctives. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir sur, on va dire, ces normes qui sont fixées. Est-ce qu'elles sont effectivement toujours bonnes pour l'utilisateur ou pour le consommateur? Donc c'est des vraies réflexions effectivement qui ramènent les questions d'éthique, les questions de bien-être social, au-delà de, on va dire, de questions plus marketing. Est-ce que c'est vendeur ou pas de dire qu'à partir d'un certain montant d'activité physique, eh bien, on aura des récompenses? C'est des questions qu'on peut se poser. Juste un tout petit mot sur les questions des business models. Bon, de même que l'éthique, c'est des sujets auxquels je ne connais rien, donc je peux conclure là-dessus. J'entendais l'autre jour que L'Oréal avait 1 milliard de clientes, et puis en même temps qu'il y avait 1 milliard de personnes sur Facebook. Si L'Oréal colle une petite pastille comme ça sur chacun de ces tubes de rouge à lèvres ou flacons, peut-être L'Oréal peut tuer Facebook en quelques semaines, en quelques années. Et voilà, je pense que les business models sont très durs à prédire. Enfin, toutes les cartes sont ouvertes. En ce qui concerne les aspects éthiques, et effectivement, dans la lignée, mettre l'utilisateur, mettre l'homme au centre, comme dans le système InPrint, finalement, c'est à moi de te faire parler quand je veux. Et sur les aspects de ce qui est tolérable ou pas, en tant que citoyen, je pense qu'on voit déjà, c'est les gouvernements qui commencent à reprendre du poil de la bête. Hein. On voit bien qu'il y a un bouquin je ne l'ai pas lu, mais j'ai discuté avec son auteur, Pierre Bélanger, La souveraineté numérique. Bon, le gars qui a fait les radios libres, tout ça, c'était le dernier dont on pensait qu'il aurait pu lancer cette idée-là. Il a dit, bon, ben... on est chez nous, le droit du sol, on fait ce qu'on veut. Il faut que les pouvoirs publics et la loi reprennent les choses, que la loi dise ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On voit bien, ce matin, ils ont dit, OK, Uber Pop, on peut le faire. Bon, peut-être demain, il y aura une autre loi qui dira autre chose. Et je pense que les États vont nécessairement... les pouvoirs publics sont obligés de reprendre le contrôle. C'est ma vision des choses. Merci beaucoup à vous trois. Je vais laisser Patricia et Marie dire un petit mot sur les perspectives de recherche ou de travaux futurs, je crois. En ce qui me concerne... C'est l'autre Patricia, d'accord. Je voyais Patricia Gallo-Lavallée me regarder avec effroi. On s'est trompé de Patricia. En ce qui me concerne, je vous remercie tous les trois, et puis merci surtout aux personnes dans la salle pour cette discussion particulièrement riche. Je crois que le nombre et la pertinence des questions attestent de la pertinence de l'objet et du thème de ce séminaire, mais je crois aussi qu'on voit dans nos discussions qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour définir de façon plus précise de quoi on parle quand on parle d'objets connectés, et puis définir quels sont les enjeux de recherche, et puis à plus forte raison, mener les recherches à la fois dans le domaine marketing, mais aussi dans le domaine recherche et développement industriel, des travaux sur ce thème. Je laisse la parole à Marie. Et les deux, Patricia. Oui, voilà. Alors, juste pour dire un dernier mot, je voulais tous vous remercier pour votre participation à ce séminaire sur les objets connectés. Et surtout ce que nous cherchons à organiser avec l'Université de Nanterre, ainsi que tous les chercheurs qui s'intéressent au sujet. C'est un colloque sur les objets connectés avec un appel à communication.
Et lors de ce colloque, nous souhaiterions aussi qu'il y ait des entreprises qui participent et qui donnent leur point de vue justement sur cet enjeu de société, parce qu'on a pu voir aujourd'hui, au travers de la table ronde aussi, et des discussions avec vous dans le public, que justement les objets connectés et l'Internet of Things, l'Internet des objets, posent justement un véritable enjeu. Donc vraiment, nous avons cet appel en termes par rapport à ce colloque, mais nous cherchons aussi des collaborations recherche avec les entreprises. Donc si vous êtes intéressé, on pourra échanger tout à l'heure. Et puis j'ai ma carte qui est là. Et puis voilà, donc c'est juste pour vous dire que nous sommes un ensemble de chercheurs, nous sommes une équipe. Et nous sommes 2 équipes qui allons collaborer ensemble en marketing sur le sujet des objets connectés. Et je lance un appel beaucoup plus large aussi aux collaborations avec des équipes de d'autres disciplines. Je pense qu'il y aura aussi forcément les collaborations avec les équipes de l'IIM et de l'ESILV sur le sujet des objets connectés de façon transversale à venir. Voilà. Donc je passe la parole aux 2 Patricia. Donc, bonjour, je suis Patricia Baudier, je suis enseignant-chercheur à l'EMLV. Et j'enseigne notamment à nos étudiants le marketing autour des objets connectés, du e-business. Et je suis toujours à la recherche de partenariats avec des entreprises, puisque le but de nos étudiants, c'est de les immerger le plus possible dans le monde de l'entreprise. Alors j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait 28 ans d'entreprise avant de préparer un doctorat et de devenir enseignant-chercheur. Donc je suis très tournée entreprise. Et donc on travaille beaucoup notamment avec l'IIM, par exemple, ils développent les objets et nous, derrière, nous les testons auprès de consommateurs pour voir quelle est la perception, les freins, les motivations. Et ensuite, nous retournons auprès des ingénieurs pour leur retourner les retours consommateurs. Donc ça, on le fait avec les ingénieurs et avec l'école IIM, mais on peut aussi le faire en partenariat avec des entreprises. Ça ne pose aucun problème. Deuxième axe, au sein de l'EMLV, nous avons ce que nous appelons les projets consultants juniors. Les projets consultants juniors, c'est tous les vendredis. Nos étudiants sont dans une entreprise et travaillent sur une problématique d'entreprise. Donc, sont mis à la disposition de l'entreprise. Ils travaillent autour de sujets autour de l'Internet. Donc, ça peut être du e-reputation, mais ça peut être aussi autour des objets connectés. Et donc, ils sont mis à disposition des entreprises du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Ils travaillent tous les vendredis avec les entreprises sur des problématiques. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, lorsqu'on va avoir tout à l'heure le petit pot de remerciements, à venir me voir et à me poser des questions sur comment fonctionne ce projet. Voilà, je vous remercie tous de vous être déplacés. Je passe la parole à la deuxième Patricia. Donc, merci à tous. En tant que IIM, nous avons des bourses au projet et 2 fois par an, pour les entreprises, nos étudiants travaillent à réaliser des projets. Donc, si dans vos entreprises, vous avez des projets de design interactif qui mènent design de services, objets collectés, interface. Je suis preneuse de vos projets voilà, pour faire travailler les étudiants dessus. Et merci. Merci.